Soyez les bienvenus sur Racing Stream, c'est la reprise, ça y est, nous y sommes. Alors Donald est en vacances, il n'est pas encore en train de reprendre, mais nous sommes là pour vous occuper ce soir, pour parler 2 roues, 4 roues. On va parler du Grand Prix de Zandvoort de Formule 1, on va parler du Grand Prix de Silverstone, on va parler également de Spa-Francorchamps, tout ça avec nos invités et consultants. Je commence par Jean-Louis Moncet, qui est de retour. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Anthony. Content de t'avoir, Oui, de nous parler de tout ce qui s'est passé à Zandvoort. Beaucoup de choses. Il y en a eu des choses et on est évidemment ravis de pouvoir parler de tout ça. Et puis on a Rémi Tissier qui s'impatiente parce qu'il faut parler MotoGP. Ben oui, évidemment, il y avait le Grand Prix de Silverstone début août. On va en parler. Bonsoir Rémi. Bonsoir, on va en parler et on va parler aussi de la très bonne nouvelle côté français. Eh oui, mais Il devait revenir, oui. Johan Zarco, courant septembre, probablement Misano. Ça se passe tellement bien, la rééducation, que bon, il va falloir qu'il soit validé, on le sait, par les médecins du circuit. Mais là, fin août, il fait Aragon. Ça, c'est- Normalement. Ça, c'est une super nouvelle. On va avoir non pas un, mais 2 Français. Eh ben ça c'est top. Et je crois qu'il le connaît justement aussi. Vous l'avez aperçu, notre invité, Vlad Lomko qui est pilote d'endurance. Bonsoir Vlad. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi d'être là, merci. Moi aussi, parce qu'on était ensemble à Spa-Francorchamps il y a encore quelques heures de cela pour de l'European Le Mans Series, une course d'endurance. Et tu es pilote d'endurance, justement. On expliquera tout ça. Très jeune, même pas 21 ans, c'est ça ? Oui, j'ai 21 ans maintenant. Bon, 21 ans, à la fin de l'année 22, mais on n'y est pas encore. Et donc, tu roules en prototype, en catégorie LMP2, juste en dessous des hypercars. Donc, on retrouve Peugeot, bientôt Ford, Toyota, bien sûr, Ferrari, et toutes ces autres voitures. C'est ton objectif, bien sûr. Oui, évidemment, c'est le but. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, mais j'aimerais bien d'être là. Mais pour l'instant, ça fait 4 ans que je suis en LMS déjà, donc voilà. Avec 3 participations 24 heures du Mans, des podiums, enfin bon bref, plein de choses. Et tu connais Johan Zarco, qui va être de retour en MotoGP. En tout cas, je crois que vous avez passé un petit peu de temps avec le préparateur, à l'époque, l'ancien préparateur de Johan. Oui, exactement. On ne s'est jamais vraiment croisés, mais on se connaît via Romain de Neurovision. Ouais. Bon, eh bien en tout cas... C'est pour ça, parce que quand je t'ai suivi sur Instagram, j'ai vu que Johan Zarco te suivait. Donc, je comprends. Ouais, exactement. Voilà, exactement. le lien est là. Et on va tisser un lien aussi avec la Formule 1, bien évidemment. C'est comme ça qu'on va commencer cette émission. On va parler de Zandvoort, justement, et de la F1. Alors Jean-Louis, à Zandvoort, on parle des oranges, justement. Les oranges, c'est les Néerlandais. Mais là, les oranges, c'est pas les Néerlandais. C'est plutôt le McLaren qui a réussi à s'imposer. Alors déjà, on ne les attendait pas à ce niveau-là, puisqu'on sait que la spécialité des McLaren actuels, c'est les grandes courbes. Or, à Zandvoort, on peut dire, on l'a vu, hein, le tracé du circuit qui a été refait, hélas, c'est le dernier. C'est la dernière fois qu'il y aura un Grand Prix à Zandvoort. C'est vrai. Et ça a été compliqué pour tout le monde, sauf pour les McLaren. Et donc, je pense qu'à cette occasion, on peut contrôler et refaire un petit peu nos théories sur, non pas sur McLaren, mais sur la façon de préparer les voitures. Parce que McLaren, il reste toujours, pour moi, au sommet. Ah, c'est vrai que c'est une équipe historique, évidemment. Alors, je sais que tu voulais commencer par, justement, parler peut-être de ceux que l'on n'a pas vus. Alors, ceux qu'on n'a pas vus. Alors, déjà, Isaac Hadjar. Ah, oui. Même si on l'a vu, il a un poignet gauche abîmé, très abîmé selon certaines sources de télévision qui ne sont pas les nôtres. D'accord. Télévision Sky, par exemple, a dit qu'il était cassé. Ce qu'il y a de proche quand même avec le monde de la moto, c'est que il a le même kiné, le même physio, on dit ça comme ça maintenant, que Marc Marquez. Ah. Et c'est Marc Marquez, ça c'est Canal qui l'a dit, qui lui a déconseillé de participer au Grand Prix. Et j'ai son nom. Alors, on cherchait le nom tout à l'heure. On veut des noms. Donc, il vient de Santander, où il y a le club de foot de Racing Santander. Il a habité à Madrid maintenant pour s'occuper de Marc depuis le début de l'année, parce que c'est un emploi du temps à temps plein, vu l'état de Marc. Il était à un moment à Cervera, là où habite la famille, Alex, Marc, la maman, Roulia. Et il est souvent dans l'ancienne clinique mobile, et il s'appelle Carlos Garcia. Voilà. Bon, Carlos. Alors, Carlos qui a dit, par le biais de Marc Marquez, tu ne devrais pas participer au Grand Prix. Et Isaac Hadjar l'a écouté, et peut-être qu'il a très bien fait. En tout cas, je veux dire, j'hésiterai avant de lui dire quelques gros mots, parce qu'il a le crochet du gauche qu'il a. Ah oui, ça.
taper dans un sac de boxe et s'abîmer le poignet. Il faut y aller de bon cœur. Cela C'est dit, confirmé donc c'est la boxe, parce qu'effectivement Oui. c'est les Anglais qui ont sorti Il cette aime info. bien- il aime bien la boxe. C'est Sky qui a dit Voilà. ça. Oui, bien Il sûr. aime bien la boxe parce que c'est déjà bien pour le cardio, bien sûr, et puis ça lui permet de rester actif aussi. T'aimes bien, toi, Vlad, justement, des sports pour rester en forme, du type du vélo, par exemple, ou choses comme ça? Oui, je fais pas mal de vélo. Maintenant, je préfère la course à pied. Bon, j'ai couru ce matin, donc en fait, j'essaie de le faire chaque jour. Mais le boxe aussi, j'ai fait. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu... Tu sens que c'est un peu dangereux pour la poignée. Tu peux te faire mal assez facilement si tu prends un mauvais coup. Et je l'avais fait une fois avec le regretté Shoya Tomizawa qui en faisait, parce que Fred Komameuf considérait qu'il n'était pas assez agressif. Et en faisant de la boxe, Shoya Tomizawa, qui était un japonais très gentil, un peu... eh ben, il était obligé de... Parce qu'il prenait des coups, donc au bout d'un moment, quand t'en prends, tu finis par rendre, et voilà. Et c'était... Il y a quelques rares pilotes moto qui en font. Ouais, parce que on a des sports qui sont considérés comme dangereux dans les contrats. On peut pas faire de ski notamment, on peut pas faire de motocross normalement. Certains en font. Et donc la boxe n'en fait pas partie. Mais Isaac Hadjar l'a dit, Jean-Louis, c'était la première fois qu'il ratait un Grand Prix, une course en tout cas un week-end, Oui. depuis ses débuts quand il était tout jeune. Où il est venu voir, quand même, je me mets à sa place. L'attrait était trop près, trop proche. Il a eu raison, mais bon, voilà, il a dû souffrir, être frustré de ne pas participer à cette course. Ça, c'est clair. D'autant que celui qu'on n'a pas vu non plus, je suis obligé de le dire, c'est Max. Max Verstappen. Oups. Max, il a détruit sa voiture J'ai glissé, chef. à la fin du premier tour. Non, il a même été défendu par Liam Lawson, son équipier du moment, celui qui remplaçait Hadjar, en disant, franchement, il ne pouvait pas s'en sortir. C'était mouillé. Alors ça, c'est le chic des Grands Prix où il pleut juste avant le départ. Et donc, ils sont quand même partis en slick, tous. Par exemple, ils ont fait le tour de reconnaissance ou en inter ou en pneu pluie. Mais bon, ils sont partis en slick. Et là, Max, il pouvait vraiment rien faire. Et donc, il en a mis un peu partout. Oui, gros choc. Sur 100 mètres. Donc, on l'a pas vu. Après, Non, on l'a plus vu, C'est hélas. vrai qu'on l'a plus vu, Oui, alors que voilà. c'était le dernier Grand Prix de Zandvoort. Eh oui, Quel c'est dommage ouais. pour les fans. Par contre, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler plus tard, mais je fais le lien. Bortoleto s'est fait une belle frayeur avec son équipier, avec les deux Audi qui ont failli rentrer en collision. Alors, il y a une photo que Audi a diffusée, qui est probablement un interstice du film, de la caméra embarquée, où on voit qu'au dernier moment, il y a un peu d'éclaircie. Nous, on voit le brouillard, et on dit, bon, on ne sait pas où il est. Là, on ne savait pas où il était, franchement. Et probablement que Nico a eu cet éclair du millième de seconde. Oh là là, mais, Non, mais ça passe à 1 c'est centimètre près. là. absolument énorme. Le réflexe, là, c'est... Voilà. Là, voilà. Hop, il y a une petite éclaircie, il met le coup de volant. Elle est rapide, l'éclaircie, quand même. T'as vu, Ah, Vlad, bah, c'est du grand art. Hein. Ça, C'est toujours compliqué les moments comme ça parce que comme pilote, j'ai déjà vécu des situations comme ça Oui, et oui. en fait tu sais jamais si la voiture elle va partir à droite ou à gauche. À gauche, oui. Et c'est avec l'inertie que tu essaies de devenir, même si tu le vois pas à cause de brouillard, tu essaies de deviner si elle va partir à droite ou à gauche. En tout cas, quand il y a une sortie sans trop de brouillard, si je puis dire, les pilotes, ils visent généralement l'endroit où celui qui est devant lui a tapé. Parce que il va reculer, et donc c'est là qu'il faut passer. C'est toujours comme, c'est ça l'astuce. Pas mal. Mais sinon, ça c'était très, 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 très chaud. Et tout le monde là, il y a eu un ouf. Mais vous voyez la différence avec la MotoGP, Barcelone. Là, Barcelone, un seul pilote qui freine, c'est Eh oui, le ça tampon, fait, oui. Marc Marquez, C'est vrai. Alex Marquez, pardon, qui se fracasse dans le mur. Il aurait pu être bien pire. Hein. Et Joan Zarco se blesse, qui va entraîner après ça au deuxième départ sa blessure quand il se brûle, etc. C'est le problème. C'est pour ça que je voulais intervenir, parce que là, ce week-end, on a eu l'avant-dernière pour course sprint pour vous, Jean-Louis. Oui, c'est vrai. absolument. Oui. Et Liberty Media, Oui. qui prend la MotoGP. Nous, vous, il vous reste 11 Grands Prix, 12 Grands Prix. oui, alors, quelque chose comme peut-être ça. moins. Non, tandis que Liberty Media, ils exagèrent. Enfin, non, mais avant Liberty Media, c'était la Dorna qui avait les avait mis aussi. instauré des sprints à tous les Grands Prix. Vous, il vous reste, on est à la mi-saison, il vous reste une course Oui. sprint, le stress pour les pilotes. Nous, on a 11 fois, je l'avais dit en début d'année, il y a déjà eu beaucoup de blessés, on va avoir un ou deux dans les 5 ou 6 pilotes qui jouent vite, un ou deux blessés, c'est sûr et certain. Les pilotes, c'est terrible pour un pilote. T'as 2 départs. Alors, je comprends bien que pour le public qui vient, qui a payé le ticket, voir une première course le samedi, c'est mieux. Mais un pilote, c'est de la folie, quoi. Ils jouent le titre, ils doivent, que ce soit une course sprint Oui, mais ou une alors- course longue, le stress est pareil au départ. Ça, je comprends, mais Rémi, le format Superbike, par exemple, c'est 3 courses, 3 départs. Est-ce que eux, ils le vivent pareil? Attends.
il y a combien de week-ends en Mondial Superbike? Il y en a moins. Il y a 12 week-ends qui sont espacés, si tu peux te blesser en amont. Là, on va avoir les 12 Grands Prix tassés en... Parce que bien évidemment, autant de dire qu'il n'y a que 2-3 camarades qui veulent partir avec moi, qui croient encore qu'on va aller au Qatar. Non, ça... Je leur ai dit, mais là, ça va faire comme Bahreïn, on va avoir un Grand Prix. Alors, Non, mais- je pense qu'ils ne vont pas nous mettre Sepang, puisqu'on l'a déjà. Donc, ils Sepang vont mettre pour un Bahreïn, Grand Prix oui. en Europe. Parce que la Formule 1, par exemple, c'est pas encore officiel, mais pourrait se terminer en Italie. On n'irait pas. Oui, au à Abu Qatar. Dhabi, il y en a un ou deux qui vont sauter chez vous encore. La question, c'est, pour revenir à la moto, je me demande comment les gens qui sont proches de ce sport sont aussi loin de leur pilote, aussi lointains. Faire des choses pareilles. J'ai croisé en vacances beaucoup d'Australiens qui sont catastrophés. Ah, Phillip Island. Par le fait que Phillip Island. Oui, ça, je sais, oui, ça. Pour de l'argent. Et j'ai croisé des Malais. Mais qui eux sont très contents, et c'est ce que j'avais dit dans l'émission Oui. précédente. Bah oui, eux, ils sont contents. Ils l'ont dit tout de suite, ça fait depuis 2017 qu'on n'a pas eu de course à Sepang, Super bien sûr, Circuit. bien sûr. Mais donc, ils avaient prévu d'acheter des billets pour aller à la MotoGP, 3 semaines et demie après. On dira, comme ça, on sortira plus vite du circuit. Mais il est clair et net que pour Liberty Media, qui a les deux championnats, alors ils se disent que ça rentre dans leur caisse quand même, ça va pénaliser la MotoGP. Parce qu'ils attendaient depuis 2017 la Formule 1. La Formule 1 est plus médiatique et il y a plus de gens qui ont des voitures en Malaisie, même s'il y en a beaucoup qui ont des deux roues. Il y a une partie du public qui comptait aller, comme chaque année, à la MotoGP, qui va aller voir la Formule 1. Et là, je rebondis avant de te laisser la parole de nouveau, Jean-Louis. Sepang, quelle est la beauté de ce circuit? Tu as roulé, toi, en Asian Le Mans Series à 2 reprises. Oui, c'est une très bonne piste. Donc, je pense que c'est bien pour la F1 de y aller. Il y a beaucoup de dégradation des pneus. Ça va être très compliqué de les gérer. Surtout maintenant, avec un hybride, il faut voir ça va être quoi la stratégie. Mais de toute façon, ça va pas être simple parce que la piste, elle est très... il y a beaucoup de virages à haute vitesse. Il y a beaucoup de dégradation des pneus. Le surface, elle est assez agressif. Il y a des... Enfin, c'est pas des bosses, mais il y a des trous dans l'asphalte. Surtout au moment de freiner, non? Oui. Et Tu peux rencontrer un serpent. Un déjà. pilote espagnol avait tué un serpent avec son Oui, genou. absolument. Sur la piste, alors en voiture, c'est moins grave. Oui. Mais en moto, dans les petites catégories, un serpent, un cobra... Alors, je peux raconter la scène. D'abord, dire en voiture, le premier départ de la première séance d'essai de Formule 1, il y a un Oslo c'est un bel animal, un Oslo, Oui, qui a c'est démarré, qui a venu à fond. Mais l'histoire de la moto, c'est-à-dire que le pilote arrive et passe le Cobra, hein, c'est pas n'importe quoi. Et le Cobra, énervé, se lève. Hein, et celui qui est derrière, pan, lui met un coup de genou, C'est un Espagnol, pan, qui a essayé de et là, retrouver. il a renvoyé le Cobra au sol, on était tranquille, il a filé. C'est pas en catégorie reine, mais c'était un pilote Oui, espagnol. c'était On essaie de retrouver. On a des marmottes au Canada, on a des cobras. C'est la jungle. Ah oui, c'est la jungle. on a des cobras à Sepang. Bon, Jean-Louis, on n'a pas non plus vu des Américains, je crois. Oui, Ou alors, Mexicains. voilà, on n'a pas vu Marcin Budkowski, qui est le nouveau patron de Cadillac. Cadillac a expédié l'ancien, Graham Lawton, rapidement, et ils ont pris Marcin Budkowski. Je vais vous en parler parce qu'il a été pas mal de temps directeur technique chez Renault, du temps où ça marchait, Oui. et je veux juste vous donner sa façon d'être. Donc, on parle, une visite d'usine, etc., etc. Et puis, je le coince, je lui dis, mais alors, je lis, tu as fait Polytechnique, tu as fait Super-Héros, tu as fait l'Imperial College de Londres. J'ai dit, tu pourrais diriger une multinationale, tu pourrais être dans une direction technique formidable, etc. Qu'est-ce que tu fais dans les Grands Prix? D'ailleurs, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous dans les Grands Prix? Et il m'a dit, j'aime trop la Formule 1. Voilà, je voulais dire la réponse, parce que ça m'a tellement à l'époque marqué. C'est une tête, ce garçon. C'est clair. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'une tête peut diriger aussi des gens? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'il va quand même essayer d'améliorer l'histoire des voitures, parce qu'il va quand même surveiller de près ce que font ses ingénieurs. Ça, on peut au moins lui faire confiance. Ça, c'est sûr. Il sait au moins Donc, de quoi il Marcin parle. Budkowski, si on voit ça, on Oui, a tout à peut-être fait, on vu l'a sa vu. photo. D'accord, très bien. Ça, c'est voilà, le nouveau patron de Cadillac. On va voir ce que ça va donner. Oui, bah, j'espère que ça va faire mieux, parce que je te parlais de pilote mexicain. On l'a pas vu, Pérez. Hein. Dès le premier tour, dès le tour de formation, Ouais, il est il y a parti. trop de pannes, trop de problèmes techniques d'origine petit, Mais oui. bricoleux, et voilà, et ça s'arrête. Bon. Ça, compliqué. Alors, tu as donné son CV, effectivement, Polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique. Super-héros. Il a travaillé avec Prost, Ferrari, McLaren, Renault Alpine, et il a été aussi employé, a priori, tu vas me confirmer, par la Fédération internationale de l'automobile. Oui, avant, Tout à fait. il fallait un ingénieur. Oui, il C'est fallait un dément ingénieur. d'avoir fait un CV pareil. Comme Laurent Mekies, qui est passé par la FIA avant de revenir À cette, chez époque, Ferrari. il fallait vraiment des totors, parce que la FIA se bat, entre guillemets, contre les ingénieurs de Formule 1 qui n'ont pas des manches, et il fallait quelqu'un qui soit capable de dire, pas quelqu'un qui dit « Ah mais non, ça c'est pas bien », non, quelqu'un qui soit capable de leur parler.
Et c'est comme ça que Butkowski est arrivé à ce niveau-là. Et puis ensuite, il est rentré chez Renault. Voilà, mais donc, Polytechnique, super-héros, impérial. Et il aime la Formule 1. Bon, bah, alors qu'il j'espère pourrait que... diriger des boîtes formidables. J'espère que Cadillac pourra bénéficier de toute son expertise. Moi aussi, voilà. On a eu une course en 2 parties, donc on l'a dit, le crash de Max Verstappen. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de ce Grand Prix, première partie et deuxième partie? Alors la première partie, c'était un peu rasoir, parce que d'une part, tout le monde était stabilisé sur ses positions. Deuxièmement, ils ont lancé des stratégies que personne ne comprenait. Moi, je le dis franchement. Moi, à un moment donné, j'étais complètement noyé, mais j'ai dit, mais alors, j'étais obligé de repartir en arrière. Il est parti avec des tentes, il est parti complètement perdu. Il y avait eu 60 arrêts au sol dans cette course. Donc, c'était vraiment très compliqué à suivre. Et puis, la deuxième partie, voilà, là, ça a démarré. Alors, je vais citer les stars. Maestro, le petit Maestro, Antonelli, une course formidable. Hamilton en colère avec Charles parce qu'il était vraiment plus rapide et il a peut-être les quelques secondes qui lui manquent pour le podium. Ça aurait pu être celle-là. Mais enfin, bon, Charles a dit que ça s'était bien passé, mais enfin, il n'était pas très content. Oui, il l'a dit, dans les audios. Au début, ça allait. Premier message, bon, je suis plus rapide, voilà. Le deuxième... Qu'est-ce que vous fabriquez Bon, donc Hamilton en colère. Tu penses qu'un jour, c'est les Britanniques qui ont posé la question, tu penses qu'un jour, parce que c'est un plaisir pour les fans et ceux qui regardent la télévision, qu'un jour, c'est du pain béni, ces discussions entre équipe et pilote, qu'ils vont couper, qu'on n'aura plus accès, nous, le grand public? Non, je pense que non, ça va continuer pour nous. Là, mais je comprends ton sous-entendu sur la moto, parce que la moto, il recommence à faire des essais. Mais ils veulent pas. Mais la moto, t'es en apnée au bout de la ligne droite. Je fais toujours le geste, le gars avec le genou par terre, le coude par terre, vas-y, donne-nous ton avis. Philippe Monneray, quand il est en fin de carrière, je lui dis, allez, pour faire plaisir, je vais commenter. Christian Lavieille, ton pote, va commenter avec moi au Mans, et toi, tu vas rouler. Et on lui dit, on va te mettre le micro. Mais il n'a jamais réussi à le faire. Il était asphyxié. Bien sûr. C'est trop difficile. Alors, Vlad, comment tu gères, toi? Alors, je ne vais pas parler de la radio trop longtemps, parce que je crois que ce week-end, ça s'est mal passé. Mais comment tu gères justement cet outil, la radio? Alors, en voiture, c'est plus facile, mais quand même, en qualif, on ne peut pas te parler, par exemple. Franchement, ça dépend des pilotes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas quand l'ingé il me parle. Des fois, bien sûr, par exemple, hier, je crois, c'était la première fois dans ma vie, pendant que ça marchait le radio, que j'ai demandé de parler moi. Mais c'était la première fois que je travaille avec cet ingénieur. Donc, du coup, en fait, ça dépend. Oui, c'est toujours, oui, voilà, il faut se caler, ça dépend des personnes. Mais normalement, tu peux utiliser quand même pas mal, tu peux avoir beaucoup d'infos sur le radio, sur le trafic, sur les voitures qui sont derrière ou devant, sur les gaps, bref, sur les pit stops aussi, quand il faut piter. Donc, en fait, pour nous, je dirais que c'est, surtout en endurance, le radio, c'est essentiel. Voilà. Parce que j'en parlais avec certains pilotes, justement, qui ne veulent pas toujours obéir, on va dire, aux ordres. Mais quand on est dans la voiture, Jean-Louis, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça, c'est la vraie différence entre la Formule 1 ou la monoplace et les courses d'endurance. En Formule 1, tu es là tout de suite, t'es là, c'est devant toi, tu as la vista ou pas, ça dépend des pilotes, mais l'endurance, il y a quand même des tas de choses à voir. Qui est en tête de la catégorie, combien je suis derrière, etc., qu'est-ce qui mène la course, et comment ça se passe, etc., etc., et les pneus, enfin tout ça. Dans l'endurance, il y a tout comment dirais-je, un dialogue technique avec l'ingénieur, qui de temps en temps ne parle pas au bon moment, ça c'est vrai. Je suis dans le poumon, ça bouge, oui, bien sûr, oui, très bien, mais bon, voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Donc, bon, en tout cas, on sait que ça a été un petit peu chaud, justement, chez Ferrari. Un petit mot chez Mercedes, ça s'est bien passé. On a demandé à Russell de laisser passer Antonelli. Il y a pas de problème. Alors, je voulais dire, j'ai parlé du petit Maestro, Russell à l'agonie, mais résistant jusqu'à la fin. Et comment tu l'expliques, ça, qu'on ait demandé à Russell de laisser passer, justement, pas sur la même stratégie? Il joue le championnat du monde, mon vieux, qu'est-ce que tu veux faire? T'es le patron d'une équipe. La bêtise, c'est de dire on va laisser les deux. Non, à un moment donné, il faut décider. Il a quand même, j'ai noté ça, il a quand même combien d'avance? 62 points. Il a beaucoup de. Pardon. Oui, mais Russell, lui, il se bat pour la deuxième place quand même. Oui, je sais, je sais, mais enfin, il y a 59 points. Hein. C'est plus que 2 victoires. Donc, si tu veux, est-ce que ça sous-entendrait que chez Mercedes, quand même, bon, on se dit que c'est quand même mieux engagé pour Antonelli, quoi? De toute façon, c'est mieux engagé pour Antonelli. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Avec 59 points d'avance, c'est mieux engagé pour le petit Maestro. Mais t'es vieux, du coup.
Parce qu'on va avoir un Pas pilote. Antonelli, ouais. Non, alors, je pense que c'est demain qu'il saute une dizaine. Ah, c'est demain. Ah, tiens, j'ai pas... Demain. Et d'ailleurs, Demain. j'avais préparé dans la liste des invités qu'il va y avoir, il y en a deux que je connais très bien. Alberto Tomba, parce que grâce à ce portrait, Tomba, j'ai réussi à obtenir le portrait de Max Biaggi, qui ne voulait pas le faire. Je lui ai envoyé celui Tomba. Et pour vous décrire la personnalité de Max Biaggi, il m'a rappelé cette fois-là, il m'a dit « Je veux mieux, un plus beau portrait qu'Alberto Tomba ». Je me suis dit « L'ego du gars ». Et il va inviter, pour son anniversaire, Marco Bezzecchi. Oh, Oui, très bien, il s'entend bien avec lui. Je vous rappelle qu'à un moment, avant que ça se gâte pour Bezzecchi, après le Mugello, quand il gagne tout, on avait les deux Italiens en tête des 2 championnats majeurs. c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, mais on aura dans quelques minutes, là, parce que je vois qu'ils ont oui. Dario Marchetti. Bon. C'est pas... Tomba. J'ai une amie qui, dans un ascenseur, on faisait du ski tous ensemble la semaine de la Formule 1. Monsieur, est-ce que je peux toucher votre cuisse? Alberto a dit, bon, d'accord, c'était du bois. Du bois. La bombe. Ah bon, mais avec très sympa. Un jour, il assistait à un baptême de Ferrari, où il y avait Schumacher, etc. Il a, vous voyez, c'était un fan de Ferrari. Un journaliste italien lui a posé une question, il a dit, ici, je suis ici pour mes amis de Ferrari, et pas pour répondre aux questions, etc. Il a joué son rôle. Intéressant. Dernier, le Grand Prix, Norris. Ah, on est d'accord. Norris. Là, il est sur une dynamique. 2e victoire consécutive. Hein. Pour la première fois, je le dis et je le redis, il a endossé son costume de champion du monde. Il y avait tout. Stratégie, la vista de la course, la réflexion, l'analyse et la cadence. La cadence. Il a sorti des tours à chaque fois 1 ou 2 dixièmes d'écart par rapport à son tour précédent. La cadence. Et je l'ai souvent dit ici, hein, le secret, c'est la cadence. Et l'extérieur sur le premier virage, très beau aussi, face à Antonelli. Voilà, c'était le champion du monde, et il a fait une course de champion du monde. Je trouve ça, formidable. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Alors, il vient de gagner pour la 2e fois d'affilée, mais depuis qu'on est revenu à Zandvoort, c'était le 6e Grand Prix. Il y en a eu 3 au début pour Ferrari, et là, c'est le 3e d'affilée pour McLaren. Absolument. Donc, il y a une certaine logique. C'est vrai. Et il a été capable de faire continuer cette statistique qui veut que le poleman soit aussi vainqueur, mais il a dû aller s'employer pour la chercher cette première place. Oui, absolument. Mais on n'avait pas... Il faut parler de Ferrari, parce qu'à ce moment-là, avec le châssis court, c'était plus facile. Oui. Là, McLaren, qu'on attendait dans les grandes courbes, même dans les courbes serrées, elle était là. Et ça, c'est quand même... Tu comptes te marier un jour? Oui. Pourquoi? Est-ce que vous voulez savoir le prix de la bague, parce qu'il va se marier, George Russell, avec sa fiancée Carmen Montero Mundi? Pendant mes vacances, j'ai lu la Gazzetta dello Sport, parce que je réussis à comprendre la et puis surtout la Marca et le Mundo Deportivo. Donc, il lui a offert une bague d'1 million de livres sterling, donc ça fait 1 170 000 euros. Alors, je sais qu'il gagne beaucoup d'argent, on parlera la prochaine fois des salaires des pilotes de Formule 1, mais là, Non. comment te dire? Il aime beaucoup sa femme. Je pense qu'il l'aime beaucoup, oui. Bon, effectivement, ça fait du budget un petit peu. Oui, Jean-Louis. Encore quelques mots. Je suis content pour Audi, qui a marqué des points. Franchement, bien. c'est bien. Je suis content pour Gasly. Et puis, je suis aussi très content pour Alonso, qui a marqué les points, qui a montré enfin qu'il pouvait, partant à Adache, comme on dit en arabe, qui a réussi à rentrer dans l'écart des 10 premiers. Il l'a annoncé. Le samedi, dans le carré des interviews, Fernando Alonso, on lui demande, mais alors, à quelle place vous allez finir? Et ben, il dit top 10, mais il partait 18 ou 19. 19. Et il termine 9e. Donc retour dans les points. C'est le pilote le plus âgé, si ma mémoire est bonne, Oui, absolument. a marqué des points après Graham Hill. Après 45 ans. À 45 ans, pardon. Après Graham Hill, absolument. Depuis Graham Hill, en tout cas, c'était pas arrivé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va lui adresser une mention spéciale, parce que 24 août 2003, à Budapest, il gagne son premier Grand Prix. Voilà, c'était Alonso, donc on peut le saluer. Bon, est-ce que tu crois quand même à Aston Martin, au retour En tout cas, sur ce type de circuit, pas mal. Je veux dire, la voiture pourrait... Ils étaient dans le fond du trou. Vraiment dans le fond du trou. Sûr. Honda a fait des progrès avec son moteur, avec son nouveau moteur, même s'il vibre encore un peu. Oui, c'était dur. Newey a quand même revu de plus près le châssis Aston. Donc tout ça, ça concorde. Et ça a plu à Alonso, qui a fait une course qui permet d'être en partant très très loin. Mais ça a été difficile quand même, parce qu'on a vu des images dans le peloton, justement, où il était face à Carlos Sainz, je crois, en tout cas face à une Williams. Et à chaque fois, c'est vraiment le moteur Mercedes qui envoyait des watts, quoi. C'était vraiment dur.
Eh bien, justement, ma transition est trouvée grâce à toi, Anthony. Je vais terminer par Joe Lambrouille. Alors là, ça me fait rire. Carlos Sainz. Donc, déjà en P1, 3 sorties de piste. Première séance d'essai, 3 fois dehors. Bon, très bien, il faut le dire. Et il cartonne son propre équipier Albon à 5 tours de l'arrivée. Mais quel emplâtre! Mais quel emplâtre! Mais est-ce qu'on va se rendre compte qu'à chaque Grand Prix, il y a un problème avec Sainz? Aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît. T'étais pas là pour en parler Avant Madrid. Hungaroring, mais Expliquez-moi. le Madrid, oui, oh là là. Ah mais là, le pauvre Albon, il a vraiment pas de chance parce que cette Non, année, non, par mais rapport à les dernières, c'est pas possible. Alors après, bien sûr, il s'excuse. Ah ben non, mais oui, il faut que je m'excuse, évidemment. Mais enfin, Il a de la chance qu'il tombe sur un Thaïlandais gentil qui. il y a un mec formidable et poli, bien Fais gaffe parce que la boxe taille, attention. Voilà, Joe Lambrouille a encore marqué le territoire, à son territoire, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ben, merci Jean-Louis, en tout cas. Non, je m'arrête là. C'était un plaisir et on va passer à la moto évidemment parce que Dario Marchetti sera avec nous et on va la voir à distance évidemment, en plus de notre invité Vlad Lomko évidemment. On passe à la moto. Rémi, je sais que tu trépignes d'impatience depuis maintenant quelques semaines parce que c'était le week-end du 9 août et le MotoGP était à Silverstone. Oui. Pour ceux qui regardaient l'émission précédente, il n'y a pas eu beaucoup de surprises, puisque grâce aux infos que me donne régulièrement Dario Marchetti, on avait annoncé qu'il y aurait probablement un triplé Aprilia, voire les 4 premiers. Ça n'a pas été le cas parce que Ogura est tombé. Et on avait dit j'avais dit grâce à Dario que voilà, ça convenait pas à Ducati et que Marc Marquez, vu son état physique, et on en parlera dans quelques instants avec Dario, il allait faire une course comme à Assen et terminer, s'il devait terminer 6e, il devait terminer 6e, il a fini 7e. Donc ça s'est passé exactement comme prévu. Juste, c'est incroyable ce circuit. Oui. 8e poleman différent en 8 ans. Et on va y revenir, c'est 12e vainqueur différent en 12 ans. Donc c'est absolument surréaliste, quoi. C'est vraiment le circuit où on ne sait pas qui va gagner. Alors Vlad, comment il est ce circuit? Parce que la prochaine manche de l'European Le Mans Series, ça sera à Silverstone. Tu as eu l'occasion de tester il n'y a pas longtemps. Oui, on a fait les tests en juillet et franchement, la piste, elle est géniale. Elle est toute plate et il y a beaucoup de virages rapides. Bon, évidemment, en moto, ça doit être différent qu'en proto, mais quand même, la piste, moi, je l'adore. J'adore. Le seul problème, c'est qu'il y a un peu du vent des fois, même beaucoup du vent devant, et aussi il pleut. Et oui, parce qu'on est sur. Alors ça, c'est sûr, il pleut en Angleterre ou en Belgique, mais c'est sur un aérodrome. C'est pour ça que c'est très plat et donc il y a beaucoup de vent. Vous savez que c'est le dernier Grand Prix qui a été annulé. Parce qu'on a eu de l'eau à l'époque d'Olivier Jacques en Autriche. On a eu de l'eau à Misano, c'était monté dans le virage. Mais là, il n'y a pas eu de Grand Prix en 2018. C'est vrai. Quand il y avait Quartaro. Le Grand Prix a carrément été annulé. Ils n'ont rien pu faire. Parce que je crois que le circuit avait été resurfacé, il me semble. Voilà. Et il n'y a pas eu de solution. C'était une catastrophe pour les organisateurs. J'avais emmené 2 copains qui venaient pour la première fois voir des Grands Prix, plus mon community Benjamin Estinger. Bah oui. Avant d'entendre Dario, moi je voulais avoir ton avis, Jean-Mi. Maintenant, on roule plus sous la pluie, que ce soit en voiture ou à moto. Peut-être à moto un peu plus. Si, mais en voiture, on roule de moins en moins et à chaque fois, c'est du safety car, c'est ce principe de précaution, etc. On n'aurait pas eu des Ayrton Senna, tu vois, oui, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas tout à fait le principe de précaution, c'est que déjà, il y a très longtemps, quand tu n'étais pas né, déjà on se demandait si les Formule 1 modernes étaient faites pour aller rouler sous la pluie. Ah déjà, bon d'accord. Déjà, avec les slicks déjà, etc. Donc après on a rainuré, comme tu le sais, c'était compliqué, et c'est toujours un peu compliqué. Donc je reviens au Grand Prix des Pays-Bas, Verstappen il met un quart de roue, un tiers de, même pas un huitième de roue dans l'endroit mouillé, et voilà, c'est tout. Donc c'est pas fait pour. Et les motos, il faut bien comprendre que c'est encore bien plus difficile avec 2 roues. Ça, donc, je crois. J'en reviens à Silverstone, seul circuit du monde où la pluie tombe à l'horizontale, parce que quand le vent souffle, tu crois que confirme là... ce que Vlad disait. Oui, ou alors un 14 juillet, il fait -12, on fait quelque chose comme ça. Bref. Il peut neiger à Spa-Francorchamps en avril, hein, ou en mai, on a vu ça. Bref, mais c'est un tellement beau circuit, sauf que pour la moto, je trouve ça extrêmement dur. Moi, déjà, je trouve, en Formule 1 ou en proto, c'est très, 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 très complexe, Silverstone. Très, très dur comme circuit. La variété des virages et tout. Et en moto, je me dis, mais comment ils font? Voilà.
Et puis, pour être honnête, quand on y va, c'est le seul circuit où on a l'impression, parce qu'on est loin, pendant que le commentateur, on a l'impression que tout est fait pour la voiture sur ce circuit-là. Oui, c'est vrai, mais l'origine, c'est ça, c'est vrai. C'est l'endroit où il y a les usines d'Angleterre et c'est le seul circuit. L'usine Aston Martin. Voilà. En rentrant. Donc, on préférait, nous, aller à Donington, qui est pour Oui, les qui est un beau circuit surprises, aussi, bien sûr. Voilà. Bon, allez, on lance Dario La maintenant. Formule 1 est allée aussi à Donington. Oui, on va lancer Dario. Dario Marchetti, ambassadeur Ducati. Est-ce que tu es là, Dario? Oui, je suis ici. Ciao a tutti, buonasera. Bienvenue. Buonasera. Merci beaucoup. Buonasera. Ah, voilà, ça y est. Là, tu vois, on sent que le soleil est revenu, effectivement, sur le plateau. Dario, bon, la situation, Rémi l'expliquait, après Silverstone, donc Aprilia a continué sa domination, triplé Aprilia, et c'est le 2e ou 3e de suite. Que penses-tu de cette domination face à Ducati, justement? Bon, Aprilia, ils ont fait de bons travaux. Ils ont une moto très performante. Et il y a des circuits comme Silverstone dans lesquels Aprilia est très à l'aise. Mais chaque course, c'est différent. C'est un championnat compliqué. C'est un championnat que chaque course, il y a des gros changements. Peut-être les prochaines, Aragon, normalement, c'est un circuit Marquez. Oui. Il faut voir l'état physique de Marc parce que malheureusement, la dernière blessure, c'était très, très lourde pour lui. Sa épaule qui était déjà largement cassée avec toutes les opérations. Avec cet accident, c'est très dur à revenir. Mais il travaille fort et il faut voir. Bien sûr, ce ne sera pas une triplé Aprilia à Aragon. Il y aura plus de bagarres. Aprilia sera là-bas, mais je pense que les favoris, je crois que c'est encore une fois Marquez. Et pourtant, parce qu'on a vu dans les circuits qui tournent à gauche, il a quelque chose en plus. Il l'a montré à Balaton en Hongrie, il l'a montré au à Sachsenring. Sachsenring. Bien sûr, c'est plus la domination à l'ancienne de Marquez. Sachsenring, son frère, il était peut-être plus rapide, mais Marc, il connaît le métier. Et Silverstone, c'était une course compliquée pour la Ducati. Aussi, l'année passée, on avait souffert beaucoup. Et lui, il était en défense, pas cherché de prendre des risques. Mais je m'attends à une gros Marquez à Aragon. Sera compliqué, surtout parce que son état physique, avec la sprint et la course la dimanche, c'est circuit physique, mais beaucoup moins physique que Silverstone, que peut-être avec la MotoGP, c'est une des plus physiques. Ah vraiment, alors c'est ce qui explique, parce que le week-end de Marc Marquez, c'était quoi? 9e en course sprint, et ensuite il a dégringolé un petit peu au classement. Quelle est la raison? On va en parler, puis après Rémi, on va en parler avec Dario, c'est le pneumatique. Il l'a dit à la Marca, déjà il a dit j'étais pas si bien que ça physiquement, mais il a dit c'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive, je pouvais pas piloter, c'était impossible dès le 3e tour. Donc Dario, on est d'accord que ça a été très compliqué pour lui, avec ses pneus Michelin, avec sa Ducati. Oui, avec son style de pilotage, bon, Ducati c'est plus agressif d'Aprilia sur les pneus. Et en plus à Silverstone, déjà l'année passée, c'était difficile pour Ducati. Et Marc, en plus, il n'est pas 100% au niveau physique. Et c'était une course compliquée. Mais on était au courant. Bien sûr, on espérait une 5e, 6e place. Mais ça ne change pas grand-chose. La chose importante, c'est pas se blesser, pas tomber et faire la course en défense pour attaquer dans des circuits que ça convienne à son style de pilotage, comme la prochaine semaine, comme cette semaine, parce qu'on est déjà lundi à Aragon. Rémi. Mais c'est extrêmement intelligent ce qu'il fait, parce qu'il a déjà de nombreux titres, et comme Jorge Martin, lui, a été champion à différence de ses adversaires, quand il ne peut pas, comme à Assen, gagner, il prend des points. 6e en course longue, c'est quelque chose. Là, il a fait 7e. Ogura est tombé. Moi, je voulais absolument t'avoir dans l'émission, parce que j'essaye de le dire parfois, il y a des gens qui veulent pas me croire. Est-ce que tu peux nous dire la vérité? Oula. Tu nous as toujours dit, je suis d'accord, je partage ton avis. Il y a 2 grands champions. Maintenant, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir Acosta. Mais ces dernières années, depuis 3-4 ans, il y avait 2 grands champions niveau talent. C'était Marc Marquez et Fabio Quartararo. Et pas Pecco Bagnaia. Est-ce que tu peux nous dire la vérité? L'année dernière, quand il pleurait, quand il se plaignait, il avait bel et bien, Pecco Bagnaia, la même moto que Marc Marquez. Confirme-nous, parce que tu es ambassadeur Ducati. Mais bien sûr, mais là c'est logique. D'abord, Ducati paye beaucoup Pecco et ils ont tout l'intérêt à mettre Pecco
au top pour faire des résultats. Le problème de Pecco, c'était surtout mental, parce que c'est compliqué quand tu es coéquipier d'un grand champion. C'est arrivé avec Valentino Rossi, c'est arrivé avec Casey Stoner, et les super champions sont spécialistes à massacrer les coéquipiers. Et Pecco, il a perdu un peu. Tu sais, quand tu prends des écarts dans ton coéquipier, tu cherches peut-être dans la moto, qu'est-ce que c'est, pas dans la moto, mais c'est dans toi-même. Et alors, tu commences à changer, modifier, et ça arrive que tu perdes un peu la route. Je sais bien que les teams de Pecco l'année passée, ils sont devenus fous. Ils ont travaillé beaucoup, beaucoup à fond. Ils ont changé tous, freins, suspension, force, châssis, bras oscillants, mais on n'arrive pas. La moto, lui, on peut le dire parce que c'est déjà passé l'année passée, il a aussi demandé d'essayer sa moto de l'année précédente. Et dans les tests de Misano, ils ont pris la moto de Morbidelli, ils ont mis les carénages de Pecco et il a essayé sa moto, mais c'est rien changé parce que c'était pas la moto le problème. En plus, il a aussi essayé la moto de Marc quand Marc il était blessé. Ouais. Il a demandé d'essayer la moto et bien sûr Ducati, il a fait essayer la moto, mais après, en séance, il est retourné dans ses motos parce que c'est pas ça le problème. Eh oui. Pecco, c'est un gros champion, Voilà. mais c'est un pilote qui a son style de pilotage, il doit avoir une grosse confiance sur les pneus avant et il a perdu cette confiance, mais c'est surtout une chose mentale. Justement, alors je voulais faire la transition. Il est encore tombé. Il est tombé à Silverstone et il semblait ne pas comprendre. Il a encore perdu l'avant, justement. Oui. Et la chose difficile de Pecco, c'est que quand il tombe, il ne comprend pas. Normalement, il y a toujours une raison parce que tu tombes. Et lui, il dit, il fait toutes les mêmes choses. Après, il y a des grands débriefings techniques avec les ingénieurs, avec Manuel Pozzali, que c'est le coach il fait la vidéométrie, il va dans les circuits à faire les vidéos pilotes. Et c'est compliqué. Cette année, on a eu quelques courses dans lesquelles Pecco, il a bien roulé, mais à la régulière, c'est compliqué pour lui. Et c'est un peu triste parce qu'il a gagné un championnat mondial avec Ducati. C'est un pilote qui arrive de Ducati. Aussi, quand il était chez Pramac, il avait rencontré à Ducati. C'est un jeune qu'on a travaillé beaucoup avec lui. Mais malheureusement, c'est difficile d'être coéquipier de Marc Marquez. Voilà. Oui. Marc Marquez, c'est Dario, aussi une équipe. tu me le disais, C'est Dario. très bien. Oui. Ils en peuvent plus de lui, là. Ils sont contents, les grands patrons de Ducati, qu'il s'en aille, là, qu'il aille chez Aprilia. Bon, écoute, l'année passée, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que Pecco a eu un peu du mal à prendre ses responsabilités. Souvent, la faute de la moto, la faute ça. Et c'est totalement l'opposé de Marquez. Marquez, c'est très intelligent, c'est très fourbe. Toutes les fois, aussi s'il y a un problème de la moto, c'est ma faute. C'est moi qui n'y sois pas bien. Oui. Ils sont exactement l'opposé. Marquez, c'est ça. il prend des responsabilités aussi quand c'est pas sa responsabilité. Et Pecco, aussi quand c'est difficile qu'il dit c'est ma faute. Oui, je suis tombé, mais il y a un problème. Mais il faut qu'il m'explique qu'est-ce qui s'est passé. oui. C'est facile d'expliquer. Tu es tombé, malheureusement. Ouais. Oui, mais c'est difficile pour un pilote, Vlad, de vraiment prendre la responsabilité. Tu n'as pas envie non plus que ton équipe doute de toi. Oui, mais c'est justement la mentalité des champions, de prendre les responsabilités, de faire tout, et d'être objectif surtout. Si c'est ta faute, bah, tu le dis, désolé, c'est de ma faute, mais je vais faire tout pour s'améliorer. Qu'est-ce qu'il a dit tout de suite quand il s'est sorti, Max Verstappen, pour son Grand Prix national? Sorry. Voilà. Exactement comme Marquez. Ou Lewis Hamilton le ferait en Formule 1 aussi. Dario, une dernière petite question. Donc, Ducati, Aprilia, c'est la prochaine destination pour Bagnaia. Aprilia qui a gagné avec Trackhouse. Trackhouse qui, avec Raúl Fernandez et Bastianini, c'est ça, sera l'année prochaine? Oui, c'est bien d'annoncer. On les connaissait bien, mais maintenant c'est officiel. Enea Bastianini sera avec Aprilia. C'est un pilote très rapide. Je suis content pour lui. Il a été difficile, c'est KTM, mais j'espère qu'il va faire bien.
ils ont les mêmes matériels, les mêmes motos de les team usines, et il a montré très cause que c'est une équipe top. Il vient de gagner le dernier Grand Prix avec Raúl Fernandez, et j'espère pour Enea que c'est un pilote très fort, que l'année prochaine il pourra faire bien. Et en espérant que Pecco avec Aprilia il va faire bien, parce qu'il a signé 4 années de contrat, et si ça marche pas très bien, Wow. ce sera compliqué pour mon ami Rivola, gérer lui pour 4 Et oui, années. parce que Aprilia, j'ai l'impression, signe de grands contrats avec Jorge Martin, c'était ça aussi. Et puis finalement, le divorce va être consommé là à la fin de l'année, quoi. C'est bizarre parce que moi je pense que s'il y aura un Aprilia champion du monde, je l'avais dit à la télé italienne au début de la saison, sera Martin. Parce que Martin c'est un champion, Martin il a rien, il a fait l'expérience. L'année qu'il a perdu avec Pecco Bagnaia, il était beaucoup plus rapide de Pecco, mais il a fait des chutes, il a fait des erreurs. Et l'année après, Pecco il était plus rapide que lui, il a gagné 11 courses, mais Jorge, il a gagné les championnats du monde. On l'a vu en difficulté. Jusqu'au Le Mans, il était très rapide. Puis, ils ont donné de nouveaux pièces. Ils n'ont pas marché. Ils ont insisté avec cette pièce. Et maintenant, ils sont retournés avec les settings de base qu'il avait au Man, quand il a fait une remonte incroyable sur Bezzecchi. Et je pense que, à mon avis, le mondial sera une affaire surtout entre Marquez et Martin. Alors, Mais bien sûr, aussi Acosta. aussi Bez, il est rapide, non. mais ils sont la pression. Dernière question. Tu viens de le dire, je partage totalement ton avis. J'arrive pas à savoir si ce sera l'un des deux champions du monde, blessés tous les deux, qui va être champion du monde. Au début, je pensais comme toi, Jorge Martin. Après son retour incroyable, je connais Marquez, mais il y a ce problème d'épaule. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, pourquoi tu ne mets pas, par exemple, Ogura dans ton pronostic champion du monde? Et surtout, Bezzecchi. puisque tu es italien, Bezzecchi, mais surtout, pourquoi tu ne mets pas Di Gianantonio, qui marque beaucoup de points avec Ducati? Pourquoi? Parce que tu nous as bien expliqué les problèmes de Pecco Bagnaia, le mental. Pourquoi, pour toi, Di Gianantonio, malgré que ça se passe bien et qu'il est régulier, ne peut pas être champion du monde, Dario? Alors, je te dis les trois. Bezzecchi, il est super rapide, mais après la victoire au Mugello, ils ont mis une pression incroyable, et gérer la pression, c'est pas facile. Une chose, c'est gagner des courses. Autre chose, c'est gagner les championnats. Quand tu comprends qu'il y a un championnat à gagner, c'est facile que la pression, il te fait faire des erreurs. Malheureusement, il a fait beaucoup d'erreurs. Heureusement, il est retourné. C'est un bon garçon et je lui souhaite d'être champion du monde. Mais je pense qu'il est rapide, mais il a quelque chose de moins de Martin et de Marquez. Bien sûr, Di Gianantonio, il a fait une saison incroyable. Il est très régulier. La première erreur, c'est arrivé dans le dernier Grand Prix, mais il n'a rien à voir avec Jorge et Marc, à mon avis. Sinon, vous l'auriez gardé chez Ducati. Ogura, c'est... Oui, non, mais la moto, c'est Ducati, et souvent, il a été le meilleur Ducati, mais je pense que Marc, c'est un super champion, et Diza, c'est un pilote super rapide. Il était capable de rester en MotoGP parce qu'il avait fait une saison horrible, et les derniers Grand Prix, il y a des années, il était avec Gresini, il est monté en progression, il était capable de gagner Qatar, et il a sauvé la place en MotoGP au dernier moment. Et en MotoGP, tous les pilotes sont des champions. Mais une chose, c'est être un champion, un pilote rapide. Autre chose, être un super champion. Et malheureusement pour eux, il y a Marquez. C'est pas les Marquez qui attaquaient comme un fou. C'est Marquez qui gère. Il est plus rapide comme une fois, mais c'est encore beaucoup rapide. C'est très intelligent et il gère très bien. Et je pense que, parce que attention, Ducati c'est pas mal. À Silverstone, c'était Marc, il était pas au top. Il a eu des problèmes. Mais Alex Marquez, il pourrait se jouer le podium. Il était super rapide et Ducati, il était là. Et je pense qu'Aragon, on peut gagner avec le Ducati.
Bien sûr, Aprilia sera là-bas, mais Marc, pour le championnat, il est là. Ils ont fait cadeau, il avait plus de 100 points Oui, après Mugello dans la première il position. n'a plus que Ils ont 40. fait cadeau. Et maintenant, il est là. Il y a encore beaucoup de Grands Prix. Il y aura des Grands Prix dans lesquels lui, il est très fort. Et je pense qu'il est là. Ogura, c'est la surprise du championnat. C'est vraiment un super champion. Et il n'avait jamais fait des erreurs. Mais ici, il a fait une erreur. Je ne sais pas si c'est la pression ou ça arrive, parce que quand tu fais les courses avec la pression pour gagner les titres, ça change beaucoup. Il faut avoir les épaules très fortes pour soutenir la pression. Et Ogura, il est très fort. C'est la surprise du championnat. C'est un peu bizarre qu'Aprilia va perdre Ogura et Martin. Oui, ils arrivent Pecco et Denea, ils arrivent des Italiens, mais je pense que Martin et Ogura, c'est un gros perte pour Aprilia. Ouais, ça c'est sûr. Merci beaucoup, grazie Dario, grande Dario. Merci à vous. Superbe. Merci. Grazie mille. J'étais heureux d'être avec vous. Bonne soirée. Bonne soirée à Merci. vous. Buonasera. Je t'ai vu, Ciao, Jean-Louis, acquiescer à chaque fois. C'est vrai que pour être champion, il faut être constant. mais non, exactement. La vraie définition d'un gars qui gagne des courses, c'est la vraie définition d'un champion du monde. C'est, à un moment donné, ça ne marche pas, il faut faire le gros dos. Il faut prendre des points. Il a été excellent. Et Un pour invité- reprendre ton un invité chiffre, formidable. oui, pour reprendre ton chiffre, c'est pas deux, c'est 3. 13 tripletes de Aprilia en Oui, c'est Carreras del Domingo cette année. Ouais, Voilà. oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Mon Dieu. J'ai regardé la presse espagnole et italienne, franchement. Alors évidemment, c'est les deux nations fortes pour l'instant, avant que Liberty Media mette la main, parce qu'ils disent qu'ils vont faire un deuxième Grand Prix aux États-Unis, Ouais, mais que ouais, c'est pas une obligation. Mais en revanche, ils veulent développer, ils veulent faire comme. Il y a un moment, la Formule 1 n'était plus regardée avant qu'il y ait le Drive Oui, to Survive. ça tombait un peu. Oui, Ils veulent, c'est vrai, ils veulent c'est vrai, faire c'est un petit vrai. peu la même chose et puis gagner, comme on l'a compris, beaucoup d'argent. Oui, ça, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Tu suis un petit peu la moto, Vlad, ou pas spécialement? Enfin, avec la proximité que tu avais de Johan, notamment, mais pas forcément. Non, pas du tout, pas forcément. Enfin, c'est quand même. C'est de la course et c'est intéressant de voir. J'ai vu quelques GP, j'ai mon physio qui le regarde souvent, mais moi personnellement je regarde pas trop la moto, mais quand même il y a toujours enfin, ça fait que doubler. Il y a beaucoup d'actions, donc ça c'est très intéressant, mais j'ai jamais vraiment regardé la moto moi-même. Ouais, je comprends, effectivement. Mais en tout cas, Dario l'a compris, ou nous l'a expliqué plutôt, et c'est nous qui l'avons compris. Ça va être peut-être une lutte quand même entre Jorge Martin et Marc Marquez. Bon, Aragon, c'est quand même le circuit Marc Marquez. Oui, après, je pense qu'il ne va pas dominer comme il a dominé les autres années. Vous l'avez entendu, hein, il y a des gens qui ne me croyaient pas quand je disais, Dario vient de vous le confirmer. Il est beaucoup plus blessé que les années précédentes. Je le vois pas gagner et le sprint et la course longue. Pourquoi pas son frère, par exemple, qui pourrait en gagner une des deux. Il est clair que Ducati sera encore bien à Bologne, à Misano, parce que c'est juste à côté de l'usine. Pour terminer, parce qu'on va passer à l'invité après. Donc Martin a conforté sa place de leader. Mais Oui, alors moi je sur la voulais course de y revenir Silverstone. justement. Il a 240 points et derrière Bezzecchi 209 points. Voilà. C'est quand même bien engagé aussi. On parlait pour Antonelli en Formule 1, mais là en MotoGP c'est bien. Et il comprend qu'il peut être champion du monde. Je voudrais insister sur une chose. J'ai beaucoup dit que ça serait extraordinaire si Marc Marquez était champion du monde, mais il faut quand même se souvenir dans quel état était Jorge Martin l'année dernière, dans quel état toutes les blessures qu'il a eues. Et quand il revient de blessure, il est encore reblessé. S'il l'est aussi, évidemment que ce ne sera pas le même impact, y compris pour les Espagnols, que si c'est le nouveau titre de Marc Marquez. Mais ça sera énorme quand même. On a les deux favoris, parce que je partage totalement l'avis de Dario Marchetti, les deux favoris sont les deux seuls qui ont eu un titre jusqu'à maintenant, parce qu'on enlève Fabio Quartararo, qui le pauvre ne risque pas de jouer le titre cette année, par rapport à des garçons, comme dit Jean Antonio, vous avez entendu qu'il le raye de la liste, ça c'est sûr, moi aussi. Et toi, Ogura, Ogura, maintenant tu le rayes, alors que tu le mettais un petit peu... Il va avoir une chance, mais c'est ce qu'il vient de dire. Les C'est la épaules. surprise de l'année, néanmoins. C'est la surprise de l'année, mais il a gagné qu'un seul Grand Prix. Oui. Et là, maintenant qu'il faut jouer le titre, des 4 Aprilia, c'est le seul qui est tombé dans la course. Oui, parce longue. que justement, la pression, Jean-Louis, oui, la pression, il la la tient pression, bien, la c'est- pression. oui. Antonelli, il la tient. C'est ça qui est fou c'est ça. quand on est jeune, normalement. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et Vous toi, voyez, l'intérêt. vous voyez bien L'intérêt. quand il fait les... Même si ça va être intéressant de le voir, et j'ai vu des Japonais, la première fois qu'Abe a commenté,
a gagné, je commentais sa course, il n'arrivait même pas à parler, il pleurait, il s'étouffait dans ses sanglots tellement il avait d'émotions. Les Japonais ne fonctionnent pas du tout comme nous. Non, c'est vrai. L'émotion d'un Asiatique est totalement différente de nos émotions à nous. Mais je pense aussi que si il n'y a pas trop de courses sprint avec des blessés, qu'il n'y a pas trop d'enchaînement de blessés, que ce sera sans doute un garçon d'expérience qui sait tenir le championnat qui va prendre le titre. Et nous alors, côté français, Johan va revenir, ça c'est une bonne nouvelle, Cocorico, Ouais. pour Fabio Quartararo, qui va aller chez Honda dès l'année prochaine. Comment ça s'est passé, Silverstone? 14e au sprint. Bon, Ouais. c'est que les 9 premiers qui marquent des points catastrophiques. C'est un petit peu mieux dans la course longue. Et puis, l'identifiant du capteur pour le pneu Michelin n'a pas été enregistré dans la base de données de réception. Les commissaires ne recevaient pas les données de pression de pneu en course. Pénalité, c'est pour ça que Marquez derrière, vous vous souvenez, Abouriram, il fait attention, il se met derrière son frère parce qu'il y a cette pénalité maintenant. Mais il y a aussi la pénalité, pas que si tu dépasses la limite, si l'info n'arrive pas au commissaire. Donc il a pris 16 secondes et il rétrograde à la pire place. La 16e, 0 point. Donc c'est sur une course, sur une piste qui lui convient, où il adore, où il a fait la pole, où il avait failli gagner la dernière, si je me souviens bien, avoir un problème. C'est horrible pour lui. Voilà, mesure des pneus avant qui ne fonctionnent pas, c'est le pompon pour un garçon qui, on le rappelle, va travailler maintenant avec une équipe avec laquelle il a annoncé, parce que c'est officiel, qu'il ne restait pas, puisqu'il va chez Honda. Bien sûr. Et on a vu quelques images de Manicourt. Pourquoi? Parce que nous, côté français, on va se réjouir. Le Superbike arrive à Manicourt. Eh ben, on y court, évidemment. Et il va Ça, y c'est avoir dans une quelques jours. opération avec l'équipe italienne, avec la ZX Ah, bien. pour faire venir des invités qui vont pouvoir venir dans le box voir. Il est clair que là, Valentin Debise. Valentin Debise, c'est la star. Et on reparlera, parce qu'on va parler après de. Bien sûr. Non, mais des ça voitures, sera le week-end du 5, en tout cas, mais, 5, 6, ZX, voilà. CF Moto, j'en parlerai dans 2 semaines, mais Aspar Martinez va essayer de faire venir CF Moto en MotoGP, c'est-à-dire qu'on y arrive. 1,5 milliard d'habitants. Quand il y a eu... il faut que tu comprennes la folie qu'il y avait sur chaque course que gagne en mondial Supersport simplement Valentin Debise. C'est une légende là-bas. S'ils arrivent en MotoGP, ils vont y arriver. Je suis persuadé, on l'a dit pour la voiture aussi, ils ont tellement de moyens, tellement de connaissances, ils vont y arriver. Ils arrivent à tout ce qu'ils veulent, les Chinois. Et c'est un marché énorme, ça va être énorme. Et Aspar Martinez, Jorge Aspar espère très rapidement pouvoir amener une équipe. Mais c'est une certitude qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, Jean-Louis, on sait que des constructeurs chinois s'intéressent aussi à l'endurance et au WEC notamment. Oui, j'ai entendu qu'un constructeur, Geely qui va peut-être arriver en hypercar dès l'année prochaine déjà. Et notamment, c'est un peu la stratégie chinoise d'arriver, de comprendre comment ça fonctionne et puis copier, mais dans un bon sens. S'inspirer. Oui, s'inspirer, on va dire comme ça. Je suis assez d'accord avec le mot qu'il vient d'utiliser. Ah, d'accord. Il y a au début... On copie un petit peu. Et après, ils vont faire mieux. Mais au début, ils s'inspirent... Oui, comme les Coréens ont fait en automobile, Voilà. et comme le Japonais ont T'es fait. d'accord Bien aussi sûr, oui, bien sûr, complètement. Et ils sont très très forts pour Je ça. voudrais qu'on en parle juste un peu encore de Aragon, parce que pour moi, c'est un circuit tellement éblouissant. Aragon, c'est hyper dur. C'est en automobile, c'est... Oh là là là, Ah oui. c'est- Puis il fait chaud. Il va sans doute sauter ici parce qu'il y a 4 courses en Espagne, donc celui qui va sauter le plus, ça va nous faire un petit peu moins de peine, même s'il y a des belles Oui, courses. que Phillip Island. Parce que pour se loger, pour aller Ah oui, c'est à compliqué. Phillip Island, c'est magnifique. À Aragon, voilà, ça va passer un Oui. peu mieux. Mais on reviendra dans les prochaines semaines aussi sur ce que veut faire le fils Espeleta du championnat. D'accord. De plus en plus, et on le pressentait, on veut copier au maximum la Formule 1. Je pense que il faudrait quand même garder quelques-unes des spécificités, Darula est aussi d'accord, de la MotoGP quand même. On ne pourra jamais concurrencer déjà la Formule 1. Oui, non, mais tu vois bien que en Formule 1, les grands circuits, qui étaient je ne pense pas Francorchamps, mais maintenant ce sera une année sur 2, tous ces circuits-là. Miami, Las Vegas, Monaco. Mais si on nous laisse Philippe Island une année sur 2, attention. Qu'est-ce que m'a dit Thomas Beaujard hier? C'est l'avenir. Pour eux, pas pour nous. Ils vont à Adélaïde, sauf que nous, on a les Verts, Oui. ici en France, les écolos.
Mais ils en ont aussi en Australie. Oui, je Donc sais, au je sais. début, Non, mais il devait y avoir environ 45 arbres qui devaient sauter pour faire ce circuit. oui. Et il semblerait qu'ils élevaient un lièvre, alors pas un lièvre, et que ça en soit 400. On va attendre quand même 400 arbres. c'est plus, là. On va regarder dans les prochaines semaines. Attention, maintenant, le monde écologiste est devenu de plus en plus Oui, oui. important. Couper des arbres comme ça. La première année à Melbourne, il y avait un groupe d'écologistes qui s'était attaché avec des cadenas aux rails de sécurité. Ah. Donc oui, bien sûr, la première année à Melbourne. Après, alors, c'est pas du tout le mode australien de Et l'exclusion. c'était il y a longtemps, ça. Oui, C'est bah en oui. quelle année 96. 96. Ouais, 80, absolument. Après Adélaïde, déjà, ça commençait à rouspéter un peu. Mais là, maintenant, ça, c'est plus dur. Ça, c'est clair. Et on n'a pas ce problème à Spa, puisqu'on va parler de l'ELMS. Je te libère avant Voilà, Jean-Louis vous me libérez. Merci. Bon. Ben, merci à toi. Attends, avant que tu partes, Ah. j'étais étonné. On a parlé de tout. Il y avait des tas de polémiques, de gens qui disaient, même Trackhouse, qu'il allait venir pour faire une autre catégorie. Ça y est, c'est terminé. L'info qu'il y a eu en début de semaine en Formule 1, ben, c'est Max Verstappen. Ah bah oui. Qui a Avec re-signé. Yves Ah Oui, Bourlange. oui, ouais. Ben, c'est énorme quand même. C'est énorme. Parce qu'il y avait Surtout le montant est énorme. le montant est énorme. Non, le plus intéressant dans ce contrat. C'est la longueur. Non, c'est pas ça. C'est la liberté qu'il a de faire ce qu'il a envie de faire. On est d'accord. Il va pouvoir continuer à faire ses courses d'endurance, aller faire ce C'est qu'il pour veut. ça que je me suis dit, je voulais en parler, puis je me suis dit, bon, on va déraper sur le truc, ça peut durer des heures. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Et comme ça. C'est Laurent Mekies qui a été assez diplomate sur Oui, le mais coup Laurent, il est stratégique. très fort là-dessus, ils le connaissent bien. Et puis, je n'ai jamais cessé de dire ici même que Max était différent des autres. Quand on le connaît, quand il est pied à terre, et quand on le connaît, Il est super. voilà, sa famille. Il est passionné. Et il est passionné par Ça ça. change. Et je vous l'ai dit, un jour, il peut très bien, comme Loda, au cours d'une séance d'essai, dire j'en ai assez, je m'en vais. Donc, Mais comme c'est ça. bien parce qu'en Voilà. plus, il est fidèle à sa marque. Oui, oui, non, exactement. Voilà. Une marque qui lui laisse de la liberté. Merci Jean-Louis en tout cas. Et puis à très vite. À très vite. À très vite. Est-ce que tu penses que tu vas l'affronter bientôt, Vlad, ce Max Verstappen qui aimerait peut-être faire les 24 heures? Ouais, j'aimerais bien. Et en revenant sur le sujet, je pense c'est bien d'un côté qu'il a cette liberté de faire ce qu'il veut, parce qu'il fait que rouler, Max. Soit c'est sur le simu, soit c'est dans la GT. Et à mon avis, c'est ça aussi qui le fait tellement fort et tellement rapide, parce qu'il ne sort jamais du volant. Il fait que rouler. Et forcément, si tu essaies des voitures différentes, si tu gagnes de l'expérience, bon, lui, il en a assez d'expérience, mais c'est ça qui le fait en champion et imbattable. S'il Il est pas toutes les imbattable, voitures, mais il est bien préparé. Quoi. Oui, c'est le meilleur, c'est the GOAT. Il a que 28 ans, ça aurait été terrible qu'il s'arrête pour notre sport, pour votre sport, pour la Formule 1. C'est eu des courses sans Max Verstappen, même si là malheureusement ça a duré un tour. C'est moi regarder Max Verstappen, c'est comme quand il n'y a pas Marc Marquez. Avec Marc Marquez, il se passe toujours quelque chose. Oui, non, ça d'accord. Ben voilà. Mais en plus, on sait que les pilotes, vous aimez bien justement quand il y a de l'adrénaline, quand il y a de la bagarre, quand il faut aller chercher les derniers dixièmes. Là, c'est vrai que cette Formule 1 actuelle, Max Verstappen, il l'apprécie pas énormément, quoi. Oui, mais quand même, il a re-signé, il continue. C'est ça qui m'a le plus surpris en fait, parce que il aime pas trop cette Formule 1 et puis finalement, il Ça a prolonge quand évolué, même, quoi. c'est plus tout à fait comme depuis le début de saison, malgré les critiques récentes de Fernando Alonso. Et c'est quand même un petit peu mieux. Puis il a des espoirs, il voit qu'il y a des évolutions. À un moment ou à un autre, il est clair et net, il ne cesse de répéter, ils sont devenus la 4e force simplement du plateau, on va pas se leurrer. On voit bien qu'il y a Mercedes, McLaren et Ferrari. Et pour lui, c'est difficile à accepter, mais ça va. Il a quand même fait 2e le Grand Prix d'avant. Il va bien nous en gagner une. Peut-être. Il va pleuvoir à Sepang. Voilà. Oui, Ça peut-être peut sur le arriver. nouveau circuit, c'est lui qui va s'adapter le plus rapide. Mais j'ai loupé un peu la nouvelle, c'est combien le montant 92 millions. Ah ouais, enfin, ouais. C'est pas mal. Je Ça pense- peut même monter à 115 millions. Ça serait peut-être même d'ailleurs le sportif le plus payé au monde, parce que 92 millions d'euros par an. Après, si tu veux offrir Quelque chose. des bagues à ta fiancée d'1 million ou 1 170 000 euros, Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon, Vlad, tu sais ce qu'il te reste à faire. Parlons de Spa-Francorchamps maintenant. Spa-Francorchamps, c'était ce week-end, la 4e manche de l'European Le Mans Series. C'est le championnat dans lequel tu roules, donc championnat d'Europe, avec une LMP2. C'est la catégorie Rennes. Est-ce que ce choix, justement, d'aller en European Le Mans Series, c'est depuis 2023 Ouais. que tu roules dans ce championnat? Ça a été vraiment un choix, après avoir fait de la monoplace, qui t'a plu? C'était un peu un choix
forcé, entre guillemets, parce que moi, j'ai essayé de trouver le budget pour aller en F3 FIA. Donc, en 2022, j'ai fait de l'Euroformula. C'est comme la F3, entre guillemets, mais c'est pas le championnat officiel FIA. Mais les budgets, ils ont été astronomiques. Du coup, j'ai pas pu trouver le budget. C'est combien astronomique? Astronomique, à l'époque, c'était au-delà d'1 million d'euros. Pour de la Formule 3. Et c'était à l'époque. Maintenant, j'entends les budgets, j'entends les... Donc la fiancée de Russell peut faire une saison. Si elle revend sa bague, c'est bon. Si elle le plaque et qu'elle revend la bague. On va voir la Je pensais pas que c'était autant quand même, c'est énorme. Ah, mais maintenant, c'est plus. Maintenant ça peut monter jusqu'à 2 millions avec tous les testings, avec les journées de la GP3. C'est énorme, c'est un sport de riche. Ouais, c'est clair. Et alors, il faut avoir des soutiens, évidemment. Toi, tu as commencé par le karting, c'est assez logique, mais tu as dû venir en France quand tu étais tout jeune, tout seul. Raconte-nous un petit peu comment déjà tu as connu les sports mécaniques et puis ensuite, comment tu es venu en France. Enfin, moi, j'ai commencé quand j'étais tout jeune, j'ai commencé à 4 ans. Même, j'ai vu mon frère rouler, j'ai un grand frère, il a 2 ans de plus que moi. Je l'ai vu rouler en karting, lui, il avait 5 ans. Moi, j'avais 3 ans, je voulais monter dedans, mais j'étais trop petit et j'arrivais pas à toucher les pédales. Et du coup, dès que j'avais 4 ans, au d'abord, je roulais avec les chaussures d'hiver, avec Ah oui, d'accord, avec la semelle très grande. Voilà. Et j'ai commencé depuis, c'était 2008-2009 peut-être, Okay. donc ça date. Et donc ça fait très très longtemps que j'ai commencé et petit à petit j'ai amélioré, je faisais 2 karting national, après international. Et en 2019, j'ai déménagé en France. Ok. D'abord j'étais au Mans. Donc, t'avais quoi? T'avais 15 ans, même pas 14? J'avais 14 ans, voilà. J'avais 14 ans, j'ai déménagé en France avec mon frère. Mais lui, oui, maintenant je suis tout seul en France. Lui, Il n'a pas continué parce que Lev, lui, roulait aussi, justement. Oui, il roulait. Là, il fait un peu de karting, mais lui, et c'est un peu rigolo, mais il assume. Lui, c'est un peu un gentleman driver. Même Le gars, s'il à est 23 jeune. ans, il est gentleman driver déjà. Mais en fait, oui, c'est ça. Et il fait du karting, et il kiffe, mais en fait, il n'a pas des ambitions d'aller plus loin. Voilà. Et moi, j'avais toujours cette ambition. Du coup, après la F3, après la Euroformula, j'ai essayé de trouver des continuations potentielles pour ma carrière. Parce que ton objectif, c'était la Formule 1, en fait. Oui, comme tous les jeunes. Là, j'ai pensé il y a pas très longtemps, je crois, c'est que pour tout le monde, tous les pilotes automobiles, c'est toujours la F1 objectif. Puis tu es un peu peut-être obligé de dériver si tu n'as pas de budget, mais quand tu es jeune, quand tu es un pilote de karting, c'est la F1, c'est ton rêve. Eh ben, ça a peut-être un peu changé, je ne sais pas ce que tu en penses Rémi, mais on parle de plus en plus quand même de l'endurance et des 24 heures du Mans. Il y a des pilotes qui vraiment font karting, puis des championnats comme la Ligue European Series. On a eu le fils de Xavier Pompidou, justement, qui est venu avec nous, et puis ensuite de la LMP3, et puis du GT. Qu'est-ce que tu en penses, justement? En fait, ça dépend de chacun. Peut-être il y en a des gens qui, par exemple, qui ont vécu au Mans et qui rêvent d'aller là-bas. Mais à mon avis, de mon point de vue, c'est plutôt un choix un peu forcé par des budgets. D'accord. Ouais. Parce que quand même, chacun a envie de tenter d'aller jusqu'à la F1. Et puis, si tu n'arrives pas, tant pis, tu te diriges vers les autres, vers les autres catégories, les autres branches, voilà. Tu as un invité dans 2 semaines que tu as contacté. Tout à fait. Tu peux nous dire comment il s'appelle? Mais oui, il s'appelle Émilien Denner, on le salue, Voilà. et il vient d'être champion du monde, KZ 2, je crois. Voilà. Eh ben, Émilien Denner, je suis assez proche de son papa et de David Stig, donc quand j'allais faire les matchs de foot à la Méno, je les ai rencontrés. Il m'a dit, voilà, mon fils est vraiment doué en karting. C'est vrai, il est extrêmement doué. Et son rêve, c'est d'aller en Formule 1. Et il voulait vendre sa maison pour avoir du budget pour... Donc je lui dis, oulala, mais attends, je dis, parce qu'en MotoGP, tu peux encore, c'était le cas avec Zarco, qui est venu habiter chez Laurent Felon, avec certains pilotes. Je me souviens, Arnaud Vincent, il avait échangé de moto, je crois, avec Sébastien Hubert, il n'avait pas d'argent du tout. En moto, tu peux encore y arriver, ça devient plus compliqué, mais tu peux. En Formule 1... En Formule 1, tu pouvais, mais tu peux plus. Esteban Ocon, par exemple, a longtemps vécu dans une caravane, quoi, parce que ses parents ont vendu la maison. Ce que j'ai fait, j'ai appelé Xavier Siméon, dont le cousin, je pense, a été champion en karting. Il nous redira son palmarès. Je me demande si c'est pas champion, soit d'Europe, soit du monde. Il m'a dit, mais Rémi, tu dis à son père, à Émilien, qu'il garde sa maison, quoi.
Parce que là, c'est la gâchée pour rien. Voilà, il faut pas se leurrer. Mais je pensais même pas encore à ce moment-là, quand je l'ai conseillé, que le budget était aussi important que ça. Et justement, tu as vu la différence, toi, quand tu es passé du karting à la voiture, que ça allait être peut-être un peu difficile? Parce que tu as commencé par la Formule 4, Oui. donc en France. Si je dis En pas de France, bêtises, ça oui, fait deux courses. Exactement. En 2019, j'ai fait 2 courses en F4 FSA, Ouais. F4 française. Et après, on voit l'image, tu vas en Allemagne. Oui, exactement. Après, j'ai fait 2 ans chez US Racing, c'est l'équipe de Ralf Schumacher. Voilà, ça, je savais que ça allait intéresser Rémi. Ah, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ah bon? J'ai beaucoup de respect pour Ralf Schumacher, mais qu'est-ce qu'il vaut alors, Olivier Berman? Franchement, Tu pensais à ce moment-là que lui, il allait aller en Formule 1? 2021, peut-être. 2020, non, je n'avais pas pensé. Il était bon. Il était bon surtout de ce que j'ai compris et de ce qu'il a dit. En fait, c'était l'année de Covid. 2020, c'était l'année de Covid. Du coup, le début du championnat, il a été remporté de avril-mai jusqu'à août. Il a commencé en août. Et c'était un choix très, très tard de quitter karting et d'aller en F4 pour lui. Du coup, il était très jeune et il avait à peine 15 ans et il n'a pas fait beaucoup de testing en F4. Quand même, il avait du talent, mais il en manquait un peu de l'expérience. Ah ouais, c'est sûr que là, tu as 15 ans, tu arrives, et en plus, tu as le Covid venant du karting, ta saison est repoussée pour cette maladie. C'est sûr que là, il faut une sacrée maturité. Je comprends mieux maintenant, d'accord. Ouais. Mais oui, non, mais c'est ça qui est pas facile non plus. Et tu dirais qu'il faut quand même beaucoup d'essais, parce que on a tendance à dire, bon, voilà, ceux qui ont de l'argent, du budget, ils roulent. Bah oui, mais plus on roule, plus on peut trouver des sensations. Oui, et surtout, si on parle des pilotes de karting, des pilotes doués en KZ, par exemple, je déconseille de vendre la maison parce que la chose, c'est que c'est tellement différent en karting et la voiture. Il y a certains pilotes qui ont été pas très vite en karting, mais qui sont devenus hyper rapides dans les formules et dans les GT. Et inversement. Exactement. Des pilotes qui ont été très, très vite en karting, mais qui n'ont pas fait grand-chose en F4. Parce que moi, quand je venais de commencer la F4, je testais avec Harry Thompson, je crois, il s'appelle. Et il était hyper rapide. C'était en pilote de Red Bull en karting. Il était très, très rapide. Et en F4, il n'était pas si rapide que ça. Donc, des fois, c'est la question d'essai, de budget, combien de journées de test tu es capable de faire. Mais des fois, c'est juste des pilotes qui n'arrivent pas d'être rapides en voiture. Et puis, il faut aussi savoir s'entourer. Alors, tu ne conseilles pas de vendre la maison, ça, on a compris. Par contre, tu conseilles peut-être de trouver quelqu'un aussi qui puisse t'accompagner. Tu étais avec le frère de Victor Martins et puis avec Flo également, qui t'a accompagné assez tôt. Oui, c'est Flo et Nico. Ils m'ont beaucoup aidé au début de la carrière. Flo, il est toujours avec moi. Que l'on salue d'ailleurs, hein, Flo Jiménez, qui est... J'imagine bien qu'il regarde l'émission. Ouais. Mais du coup, oui, il m'a beaucoup aidé, surtout sur la côté mentale. J'étais toujours assez calme depuis mon enfance, mais j'avais tout ce stress à l'intérieur de moi et ça m'a limité de gagner des courses. J'ai un souvenir de 2020, de la première étape de la DAC F4 quand j'étais en P1, je lidais la course et c'était Lausitzring. J'ai à peine touché le mur, mais à cause de ça, j'ai perdu la course à 5 minutes de la fin. Et en fait, c'est là que j'ai compris, je le savais un peu, mais c'est là que Flo m'a beaucoup aidé de se battre contre ce stress et même de l'utiliser positivement pour trouver de l'énergie. Ça soit de la motivation. Voilà, pour que le stress, il devient le sens de la motivation. Eh oui, parce qu'on a parlé de Bagnaia tout à l'heure dans le mental, justement. Les pilotes, on s'en doute peut-être pas forcément, mais il y a des moments difficiles aussi. Vous roulez finalement peu. Il y a beaucoup de déceptions pour finalement peu de très grandes joies, même dans les séries inférieures. C'est difficile à gérer ça. Oui, c'est difficile à gérer. Moi, j'avais jamais des problèmes de motivation parce que je fais ce que j'aime. Mais c'est vrai que, par exemple, les 2 dernières années, c'était pas toujours facile, même en LMP2, parce que en 2024,
on était dans une voiture qui allait très très bien. Mais tu étais chez Inter-Europol, qui vient de gagner les 4 heures de Spa-Francorchamps. Exactement. Et tu as fait un podium aux 24 heures du Mans. Oui, voilà, on a fini deuxième, donc ça matchait très très bien, ça marchait bien. Puis en 2025, on a eu un peu de difficultés avec la vitesse pure. On a quand même fait des podiums parce que l'équipage il était bon, et l'équipe elle a fait des très bons efforts. Je pense au niveau de l'organisation, au niveau de comment ils bossent les mécaniciens, tout était bon, sauf il nous manquait un peu de la vitesse. Et là, là, je suis content que à ce dernier week-end à Spa, on a finalement trouvé la vitesse et on avait une voiture pour se battre devant et du coup, on se battait devant. Et puis, puisque tu es en contact avec Johan Zarco, alors évidemment, il y a le cas Marc Marquez, peut-être, mais moi, je l'ai vu quitter son papa kiné pour venir habiter dans une maison où il dormait dans la cuisine, hein, chez les Felons. Et il était, je me souviens qu'il logeait quand mon ami Romain Saunois venait sur les Grands Prix, il le logeait, ou des fois il prenait des anciens pilotes. Je dis, mais comment il faisait? Il est dans le campeur. Et il a. Randy Le Punier, il m'a dit, quand on a fait le premier Grand Prix à commenter ensemble au Qatar, il m'a dit, moi, ce qu'il a encaissé chez Laurent Felon de dormir comme ça, j'aurais pas pu. Je lui dis, moi non plus. Pour moi, il a une résilience, une capacité à encaisser les problèmes. Johan Zarco n'avait jamais manqué un Grand Prix de toute sa carrière avant cet accident incroyable qui lui est arrivé. Et regarde, il revient encore plus tôt que prévu. Et je suis persuadé qu'il va nous refaire encore quelques coups d'éclat. Si c'est pas en fin de saison à Phillip Island ou ailleurs, j'en suis absolument persuadé. Il a une capacité de résilience que, voilà. Même Randy, qui pourtant est endurant, m'a dit, j'aurais pas été. Il a cette qualité-là. Donc maintenant que tu le connais, même si tu te sembles avoir progressé, si tu doutes, pose-lui une question un jour. Ouais, c'est pas comme on se connaît vraiment beaucoup. Tu l'appelles. Il adore ça. Il joue le jeu avec tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il est top. Et moi, je voulais rebondir sur ce que Rémi dit. Parce que quand tu es arrivé en France, tu étais quand même un peu tout seul. À un moment donné, on pense que tout est facile quand tu as 14 ou 15 ans. Je crois que c'est Sergio Pérez qui l'expliquait. Il est allé en Allemagne à 11 ans. On se retrouve un peu démunis, quoi. Donc, tu t'es construit, en fait, autour de ça. Oui. En fait, vu que j'étais toujours en déplacement, c'était pas tellement le choc pour moi parce que j'avais l'habitude de jamais d'être chez mes parents, mais quand même d'apprendre de cuisiner déjà, de faire la vaisselle, plein des petites trucs comme ça. Mais oui, au début c'était un peu compliqué, mais ça va, c'est la vie et je pense que ça m'a fait beaucoup progresser. J'ai devenu autonome assez rapidement. Non, puis t'es résilient, t'es endurant. Parce que t'habitais au Mans, c'est ça, à 14 ans? J'étais au Mans, j'étais 4 jours au Mans et 3 jours à Paris. Ah, bon, parce que j'allais dire, se taper toute la semaine à débuter dans la Sarthe au Mans, désolé, mais il y a des endroits un petit peu plus sympas pour un gamin de 14 ou 15 ans. Et Paris, voilà. Mais pendant l'événement, pendant le 24 heures de Mans, quand même, la ville, elle est spéciale. Et ils viennent d'ailleurs, bravo, de revenir en Ligue 1 de football aussi. Et oui, c'est vrai, avec des investisseurs de pilotes de Formule 1, Kevin Magnussen, Felipe Massa. Donc voilà, c'est vrai que Le Mans FC va être à suivre aussi. Vlad, ton passage en endurance, on y vient, donc 2023. Tu commences par la LMP3 avec l'équipe de Jean-Noël Le Gall qu'on a reçu ici. C'est des sports, en Asian. Et puis ensuite, LMP2 assez rapidement, ça t'a plu tout de suite parce qu'il faut quand même s'adapter. L'endurance, t'es plus dans le mode justement monoplace, Formule 3 où t'as gagné le Grand Prix de Pau d'ailleurs en ville. Après, là, il faut s'adapter avec ses équipiers. Oui, il faut s'adapter d'être en équipe, il faut s'adapter aux voitures parce que j'ai pas eu vraiment du mal de s'adapter en LMP3 et LMP2, elle est assez compliquée à rouler, mais ça va, ça se passait quand même. J'ai appris beaucoup de choses, mais le problème avec la voiture de la LMP2, elle est tellement spécifique en termes de pilotage. Il y a beaucoup de bons pilotes. De très bons pilotes de monoplace ou des hypercars des fois qui viennent et qui n'arrivent pas à comprendre comment elle fonctionne la voiture, comment la faire rouler vite parce que le style de pilotage il est différent et il faut s'adapter. Il fait quoi ton père? Mon père il fait le CEO, il fait je sais plus comment directeur, PGE, voilà. Ah d'accord. Mais il était dans les sports mécaniques? Non.
Non, pas du tout. Donc, comment t'es arrivé à ça? Parce que j'ai failli y aller. La seule fois où j'ai failli aller en Russie, il y avait le circuit de Moscou. J'ai pas pu y aller en Superbike. Je crois que ça durait qu'une seule année. En plus, c'était pas prêt le jour. C'était une catastrophe le vendredi quand ça débutait. Donc, finalement, quand j'ai vu que ça tournait. Et pourquoi ça n'a pas continué après? Il y a pas vraiment de circuit chez vous à cause de la météo? Parce que vous êtes quand même très, très au nord. C'est ça le problème? Il y en a quand même, non? Il y en a 2 circuits. Bon, là, c'est la situation politique. Oui, mais, mais avant, je parle avant ce qui s'est passé avant la guerre. Ils ont fini de construire un circuit à Saint-Pétersbourg. Et il fonctionne maintenant, il y a des courses qui se passent là-bas. Ça, c'est une super ville. Oui, et c'est vers le nord. Donc, il fait quand même un peu froid. Mais la saison de sport auto, ça commence, je crois, en avril ou en mai. Et ça va jusqu'à tard en septembre. Et c'est une belle piste. Franchement, malheureusement, la F1 ne va pas rouler, au moins pour l'instant, là-bas. Mais non, c'est un beau circuit. Et avec une élévation, ça fait... Il y a même le village qui ressemble un peu l'eau rouge. Donc, non, c'est des transitions parce que ton circuit, le circuit de Spa, c'est un circuit qui te plaît bien ou pas? Parce que comme ce week-end, t'as roulé justement. Ouais, pas forcément, mais je sais pas pourquoi, mais je vais toujours. Ça marche bien toujours. Mais oui. Mais c'est pas un circuit que j'aime beaucoup, mais ça marche bien, donc peut-être maintenant je l'aime plus. On a parlé de la météo. Moi, j'ai eu la chance d'être invité à l'époque en compagnie de Claude Michy par un sponsor français. Et je suis allé voir à côté d'Assen le Ice Speedway. Mm-hmm. Et j'ai vu une chose, c'est que les Russes, parce que c'est normal, il fait tellement froid que vous sur la glace, c'était incroyable. J'en ai commenté, moi, de ça. Ils étaient les plus forts sur l'Ice Speedway, c'est incroyable. Toi, comme tu es parti trop tôt de la Russie pour te rendre compte de ça, pour voir ces courses, vous étiez les plus forts en Ice Speedway, Speedway sur glace. Togliatti, notamment. Ok, ça je ne savais pas. Je suis parti assez tôt quand même. Mais je te conseille de regarder une fois. Hein. Okay. Ah bah là, c'est quelque chose. C'est-à-dire que si tu tombes, il y a des clous comme ça, donc le gars derrière, ce qu'il arrive, malgré toi, avec ton cul, il te déchique. Et j'ai commenté pendant quelques saisons avec Enzo Duberner du Speedway. Alors malheureusement, depuis la guerre, malheureusement, ils peuvent plus les Russes rouler, mais ils sont très très forts en Speedway normal aussi. Mm-hmm. Et ça, c'est assez incroyable comme sport. Hein. C'est des sports où tu pars, c'est plus puissant qu'une Formule 1 sur les 100 premiers mètres. Et il n'y a pas de frein sur une moto de Speedway normale. Ah, oui. Tu vas pas lui donner envie de faire de la moto, hein, déjà que ça, t'étais pas trop moto. Tu es russe d'origine, il faut qu'une fois dans ta vie, tu montes sur une moto de Speedway normale, tu iras dans le sud-ouest, et après, que tu montes en tant que russe sur une moto de Speedway de glace, du Ice Speedway. Oui, d'accord. Ça sera après ton passage en hypercar. Oui, voilà. Parce que c'est quand même l'objectif. Donc là, tu es avec l'équipe Vector Sport, avec Pietro Fittipaldi notamment, et également Ryan Cullen. L'objectif pour cette année, c'est de continuer pour les 2 dernières manches, de bien progresser, de viser les podiums. Et ensuite, est-ce que justement, avec Vector ou avec d'autres équipes, tu voudrais pouvoir progresser? Oui, évidemment. Comme j'ai dit, mon objectif, c'est d'être en hypercar. On était déjà en contact avec plusieurs équipes, avec mon manager Thiago Montero, qui parle français d'ailleurs aussi. Bien sûr, très bien. Mais oui, en fait, ça va se faire naturellement. Je pense d'expérience, il faut se montrer. En fait, la chose aussi, c'est qu'en endurance, tu n'as pas tellement beaucoup des opportunités de se montrer. En course, tu peux regarder les moyennes, mais ça ne dit pas toujours la vérité. Tout à fait. Il y a des pneus différents, des stratégies différentes. Mais toi, tu n'as pas eu de pneus neufs, c'est ça? Ou c'était l'année dernière peut-être? C'était l'année dernière, et cette année, j'ai eu que la moitié, et l'autre moitié, c'était les pneus de la qualif. Donc, c'était des pneus fraîches, mais ce n'était pas les pneus neufs. Et quand même, la voiture marchait bien. Donc, en fait, mais bref. Non, mais il faut s'adapter. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que pour se montrer quand on est en endurance, il faut déjà compter sur ses équipiers et puis savoir se sacrifier parfois. Et quand même, tu veux évidemment que les gens puissent te reconnaître. Donc, pas facile, quoi. Oui, exactement. Se sacrifier, c'est le mot. Parce que des fois, ils te font monter avec les vieux pneus. Et on dirait que t'es nul, mais en fait, c'est juste que les pneus sont vieux et tu peux rien faire. Mais c'est important des fois de faire ça, ou faire de fuel safe, par exemple, de garder de l'essence. Comme ça, t'es pas vite, mais tu fais 1 ou 2 tours de plus, et c'est ça qui font gagner tout l'équipage. Oui, parce que maintenant, tu vas avoir bientôt, si tu vas un jour au plus haut niveau, tu vas devoir économiser de l'électricité. Oui, voilà. L'énergie. C'est encore autre chose. Énergie virtuelle. Oui. Mais bon, moi, j'ai jamais eu de problème avec le fuel safe, donc je pense que ça va pas être un problème. Moi, je veux comprendre. J'ai pas pu discuter beaucoup avec les pilotes russes, du coup.
Tu m'as dit que ton père s'intéressait pas au sport mécanique, je présume que ta mère non plus, du coup. Non. Comment ton frère et toi, alors qu'il n'y a pas oui, de c'est vrai. pilote de renom, vous regardiez les Grands Prix de Formule 1, vous regardiez le karting, comment vous avez eu l'idée, qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, il y avait eu Midland, non, Midland Oui, F1 mais et ton Romain père Rusinov, t'a je crois. offert une petite voiture. Pourquoi vous avez été passionnés, ton frère et toi, les deux, pour vouloir aller faire ta vie professionnelle de pilote d'auto là? J'essaye de comprendre. Et ben moi, je sais pas non plus. En fait, c'était l'idée de mon père. C'était mon père qui a décidé qu'on va essayer de faire ça. Et, Quand même, alors qu'il y a eu un impact du papa. Oui, il y avait quelque chose. Enfin, Faut que tu lui demandes, quand faut je qu'on- lui ai demandé, il m'a dit, en fait, il a pensé, il a analysé tous les sports qu'on peut faire, tennis, football par exemple, enfin les sports comme ça, et il a dit que la probabilité de devenir pro, un pilote payé professionnel, elle est plus élevée que de devenir un footballeur payé professionnel, Ah, ouais. tennis, et en fait, je me rends compte que mon père, il comprenait rien du tout à sport auto. Ah bah là, je te confirme, parce que c'est beaucoup plus difficile d'arriver en Formule 1 avec les budgets qu'il faut que d'être un bon footballeur et Je sais d'être pas, être un international. bon ou être un pro. Attends, là, il disait être un mais pro. et vu le nombre d'équipes qu'il y a, ne serait-ce que Ouais, c'est vrai. qu'en Russie, le Spartak Moscou, le Dynamo Moscou, etc. Non, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent, d'être un bon international, et après, maintenant, de venir, pourquoi pas, jouer dans une équipe européenne et d'être très bien payé. Non, là, effectivement, il a fait une erreur, il a fait une erreur. de jugement, là. Oui, parce que je pensais que ça pouvait être aussi une raison. Je vais citer Pierre-Alexandre Provost et donc son papa, qui roule aussi en endurance et qui est en MP3. Son père l'a mis dans un kart pour lui dire bon, ben voilà, tu vas pas vite sur la route, mais va vite sur un circuit, ça va peut-être le dégoûter. Et, du coup, il est pilote maintenant et il veut être pilote professionnel. C'était pas forcément le bon choix. Oui, c'est pas les bons choix pour les parents. Mais bon, mon père, il regarde chaque course, il est très impliqué dans ma carrière. Il s'est un peu retiré, donc... Il vient pas physiquement tout le temps, mais Oui. par contre, il suit. Oui, voilà. Et aussi, il nous laisse faire avec le manager parce que c'est un bon exemple parce que des fois, tu vois des parents un peu trop impliqués et c'est bien dans le cas de... Très bien, t'as de la chance d'avoir un père comme ça. J'ai vu le papa de Jean-Philippe Ruggia s'impliquer, lui dire, regarde, il donne une meilleure moto, un meilleur truc Olivier Jacques, ce qui n'était pas vrai. J'ai peu vu de pères qui étaient assez respectueux. Il y avait Gilles Bataille pour Eric Bataille, mais c'était un petit niveau. Et sinon, j'ai vu un pilote anglais que j'ai croisé l'année dernière, mais ça va peut-être me revenir, qui était chez Francis Bataille. Et là, c'était un champion et il laissait faire son fils. Mais si les pères, ils veulent gagner par procuration. Et si le père s'en mêle, alors attention! On a eu un exemple célèbre en MotoGP, de la mère qui s'impliquait avec un pilote américain. Ah oui? Et Philippe Monneray m'a Hopkins, fait non. cette réflexion. John Hopkins, non? Non, lui, il était... Ben Spies, la maman de Ben Spies, c'en était un point. Et Philippe Monneray, qui est un garçon qui a quand même beaucoup de jugeote pour beaucoup de choses, m'a dit, tu sais, quand t'as 21 ans, 22 ans, et que ta maman t'accompagne sur les courses, parce que le père, c'est déjà une chose, mais quand c'est ta mère qui vient, qui t'a porté dans son ventre, je pense que c'est pire encore quand c'est la mère qui Eh oui. s'implique. Ouais. T'en as Voilà, suivi, c'est- t'en as vu, toi, justement, des pilotes qui étaient mis dans le sport auto alors qu'ils étaient peut-être pas forcément intéressés. Tu l'as ressenti ou vous Sûrement, parlez- parce que tu l'as dit, Oui, tu te pressens que le père ne doit pas trop s'impliquer et prendre Enfin, de distance. Oui, il y en a... Enfin, mon père, il est impliqué, mais il ne veut pas faire mal. Ouais, c'est ça, Donc, tout à fait. en Bien fait, sûr. voilà. Il est Donc, impliqué nous laisse- financièrement, il paye, il fait les chèques. Oui, des fois. Et aussi, surtout que maintenant, c'est à moi et mon manager de choisir sûr. leur carrière. Mais non, il y a beaucoup de mauvais exemples. Moi, je fais du coaching aussi. Moi, je coach des pilotes dans le championnat F4. Des fois, tu vois les parents Un peu trop impliqués, quoi. qui ont un peu la mentalité de karting. Parce qu'en karting, ils sont souvent beaucoup plus impliqués. Et pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien pour le futur. Sauf si ton nom de famille, c'est Verstappen ou Trulli, par exemple. C'est les deux pères qui accompagnent les fils. Oui, ils peuvent apporter beaucoup de choses parce que c'est des pilotes de la F1. Mais sinon, normalement, c'est pas bien. C'est bien parce que j'ai regardé, là, en revenant de l'avion, les 4 séries sur Enzo Ferrari. Et on voit comme un tout petit peu. Il faut reconnaître qu'après ça, du coup, j'ai regardé un petit peu Jos Verstappen. Il a des qualités, des défauts, mais je ne pense pas que Max aurait pu faire cette carrière-là au début si Jos n'avait pas été impliqué comme ça. Bah oui, Voilà. bien sûr. Il faut lancer. Et donc, il y a quand même des bons exemples. Là, c'était vraiment, c'est le bon exemple. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça te plaît, l'endurance. Maintenant, ça y est, tu t'y es fait à fond. Prochaine étape, donc, Silverstone.
Tu vas être bien dans ce championnat ELMS à Silverstone? Là, c'est un peu compliqué de se battre pour le championnat. C'est ça le problème, parce que vu qu'on a eu cet incident avec la pénalité qu'on a pris hier. Oui, parce qu'en fait, on va le rappeler, Ouais, ce week-end, donc vous étiez sur le podium, donc j'étais tout content. Je me dis, je vais recevoir Vlad parce que on s'est dit avant la course qu'on allait se retrouver. Et puis patatras, podium retiré, alors que le selfie était fait. Mais pour quelle raison? À 1 minute près, Pietro Fittipaldi n'a pas assez roulé ou trop roulé? Pas assez roulé. Il a fait 59 minutes et il faut faire 1 heure. En fait, la course, elle était un peu chaotique avec les safety cars. Ouais. Et tu ne peux pas faire le pit stop pendant le safety car. Et du coup, notre Silver, le premier pilote qui a roulé, il a resté dans la voiture pendant 1h50, je crois. Ouais, Donc, ouais. il restait 2h10 pour 2 pilotes. Et chacun doit faire minimum 1 heure. En fait, et c'était prévu qu'on fait 1h05 par exemple, ou 1h08, bref, qu'on a assez de temps pour se changer, mais la radio n'a pas marché. Ah là là. Au moment quand il fallait que ça marche, ça n'a pas marché. Et du coup, on a fait un tour de plus. J'ai vu sur le pitboard que je dois piter, j'ai pité, mais c'était trop tard. C'était trop tard et du coup... Ah, ils ont utilisé une board on la essaie suite. de communiquer comme on peut. T'es obligé. Et c'est rigolo parce qu'il y a 2 ans, 2024, avec Anti-Europol, on a perdu la victoire parce que, pareil, le radio qui ne marchait pas. Ah. Et du coup, moi, je vois le pitboard, je pite 1 ou 2 tours plus tard qu'il fallait. Ouais. Et à cause de ça, on se fait undercut par les adversaires. Voilà. Mais oui, bref, c'est dommage. Ça nous a rien apporté en termes de stratégie, en termes de performance. Mais le règlement, c'est le règlement. Donc, ouais. Ouais, dommage. Donc cette deuxième place, finalement, malheureusement, disparaît. Mais donc, à Silverstone, on espère que tu sois au rendez-vous, parce que tu faisais partie du dernier équipage de chez Inter Europol à avoir gagné, justement, en 2024. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir que comme Inter Europol s'est imposé ce week-end, c'est une équipe polonaise, peut-être qu'à Silverstone, tu vas pouvoir faire de belles choses. Oui, de base, l'année dernière, on a fait podium à Silverstone, donc je pense c'est pas mal comme le point de départ, le setup de départ aussi, mais il faut voir. L'endurance est toujours un peu chaotique, ça dépend toujours des conditions, peut-être il y en a certaines équipes qui ont amélioré, peut-être les autres qui vont moins vite, donc on ne saura pas avant la fin de la course. Bon, on va s'adapter en tout cas. D'ici là, bien évidemment, on se retrouvera sur Racing Stream. On se retrouvera aussi pour parler moto, bien sûr, parler Formule 1. On parlera d'endurance, Vlad, parce que j'espère que ça t'a plu de parler de ton expérience. Ouais, j'ai pris un énorme plaisir et merci beaucoup. C'était très cool. Bon, il faudra que tu reviennes pour nous parler de cette fin de saison, justement. Mais c'est vrai que c'est Avec pas facile plaisir. de se motiver quand on ne joue pas le titre. Mais bon, il y a des podiums et des victoires à aller chercher quand même. Ah oui, évidemment, et il nous reste 2 courses, rien n'est perdu pour l'instant. Et tu vas continuer de te montrer aussi. Tu te sens bien chez Vector, donc peut-être que chez Vector Sport, tu peux continuer pour peut-être l'année prochaine, on ne sait pas encore. Oui, on ne sait pas, il faut voir jusqu'à la fin du championnat comment ça va se passer. Et puis oui, il n'y a rien à dire. Moi, je suis focus sur les prochaines courses. Normalement, je vais faire une des qualifs à Silverstone ou à Portimao. Ok. Donc, on verra bien, mais bien. ça me donne encore une opportunité à se montrer. Eh ben oui, forcément. Et puis nous, on parlera, Rémi, évidemment, de MotoGP. Puis on reviendra juste après le Grand Prix de Manicourt de Superbike. Donc. Et puis après, il y aura le Grand Prix de Misano. Et comme j'ai lu, je me suis coltiné pendant 25 jours la presse italienne, on reviendra sur une interview qu'ont fait aussi les Espagnols. Et vous comprendrez qu'ils vont encore se faire siffler à Misano, Marc Marquez, et la réconciliation sera impossible. Aïe. C'est avec Valentino Rossi. Malheureusement, je trouve que c'est vraiment dommage, mais que ce soit italien, espagnol, tout le monde en est d'accord. Et c'est la faute de Valentino Rossi. Il n'y aura jamais de... Aïe. J'ai retrouvé du coup la Marca ressortie. C'est vrai que quand il y a l'incident, Misano, la conférence de presse, il tend la main à Marquez à Valentino Rossi, qui le snob et qui va... Et là, je pense qu'il aurait dû... Et même, il a fait la paix avec Giberno, il a fait la paix avec Stoner. Je pense que maintenant, le jour de son dernier Grand Prix, il a fait la paix avec Lorenzo, alors qu'il y a eu le problème de 2015. Et je trouve que pour notre sport, c'est dommage. Il y a un moment, il faut passer l'éponge, quoi. Toi, t'as pas d'ennemis, Vlad. Il Non, faut pas avoir d'ennemis. Il est gentil comme tout.
Non, non, surtout en endurance. Non. J'ai pas. C'est pas comme si c'était le monoplace quand tu roules contre les mêmes personnes. Non, là, c'est tellement chaotique déjà que tu peux pas avoir des ennemis. Bon, alors c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup en tout cas à vous deux, à Jean-Louis bien sûr. On pense à Donald qui était dans le chat aussi et qui sera de retour bien sûr. Ça sera le lundi 6, si je dis pas de bêtises, ou 7. 7. Aïe, 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 je me suis trompé de toute petite. Le 6, c'est les courses. Le dimanche 6, c'est les courses. 5 et 6, c'est les courses, donc on sera là lundi 7 pour parler donc de Superbike, de MotoGP, de Formule 1 et donc de karting avec Émilien Denner qui sera parmi nous. Merci Vladomko. Ouais, merci beaucoup. Et puis on va suivre tes performances donc en endurance. On espère te voir en hypercar bientôt. Merci Rémi. Ouais, puis j'ai gardé une petite info du coup, parce qu'il sera content d'en parler, Donald, quand il va revenir. Ah, très bien. On parlera de Netflix aussi. Oh bon. Alors ça nous intéresse aussi. Et puis merci à la réalisation, évidemment, oui. et à toute l'équipe en régie, les studios. Et, Arthur, Mehdi. Bien sûr. Alors voilà, name dropping. Bon, bref, en tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Et on se dit dans 2 semaines, donc, pour le retour de Racing Stream, pour parler de Formule 1, MotoGP et bien d'autres. Ciao, ciao.